Salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débrief, le 18e de cette saison 2024. Nouveau débrief, nouvelle vidéo des pistonnés. On va parler du Grand Prix de Singapour avec deux hommes très inspirés qui ont travaillé toute la nuit pour vous amener leur idée, leur vision en tout cas d'une course qui ne nous a pas forcément passionnés. Brice Germain d'un côté, monsieur Hamza Ramani de l'autre. Comment ça va les gars ? Bah ça va et toi ? Ça va. Après les week-ends marathons comme ça là. Ouais, on botte, bon, franchement c'est du plaisir. Avec Hamza Ramani, etc. Non, c'est du plaisir et tout, mais un peu fatigué. Ouais. Le mois de pause Va faire du bien, ouais. va faire du bien. On est un peu nostalgique parce qu'on n'aime pas quand il n'y a pas de Formule 1, mais bon. Mais en même temps, un mois de pause après une purge pareille, Oui. ça me refroidit un peu de C'est la vrai. hype que j'avais sur la saison, tu sais. Parce C'est que vrai. on a 4 semaines de trêve après une course qui a rien à voir avec Bakou par exemple, tu vois. Donc du coup, bon, bah, on va un peu oublier la F1 puis on va se rappeler que c'est là du côté d'Austin. Exactement. Il y a quelqu'un qui a gagné un derby aussi aujourd'hui avec nous hier soir. Monsieur Hamza Ramani, ça va Hamza ? Ça va très bien et toi ? Ce matin, ça va. Ouais, on a passé une belle petite soirée. Et puis, Non, mais elle a été mais faites compliquée. l'émission sans moi. Au début, tu te Allez. dis non, mais encore. Et puis bon, vous me dites que vous reparlez de F1 ? finalement, non, mais on parle de F1. Ah bah tiens, on va casser le plateau. Non, on a passé une bonne petite soirée de préparation. C'est vrai qu'on a fait que préparer cette émission. En plus, hier soir, notamment entre 21h et 23h, mais 20h45 et 22h45 plus précisément. Mais effectivement, Alonso, on n'a pas passé. Marseille, c'est vraiment pas un mec. On n'a pas passé un Grand Prix, Ouais, un Grand Prix de légende. Sans... On a passé une soirée de légende. C'était une soirée de légende, sans, je vais pas me plaindre, mais j'ai enchaîné un SCO-Nantes qui était pas terrible, et derrière je me suis fait le Grand Prix de Singapour, je suis rentré, j'avais le moral là-haut. Assez bas. je suis content de vous voir du coup aujourd'hui. Ah, t'avais plus de drapeaux jaunes avec Nantes qu'avec le Grand Prix. Ouais. surtout Par contre, mon copain, t'as raison. même nombre de drapeaux à damier, par contre, avec le maillot du SCO. Oui, c'est vrai. Les amis, on va se plonger dans ce débrief justement du Grand Prix de Singapour. On découvre ensemble quels sont les 4 enseignements tirés par les pistonnés. Vous allez voir, il y a des avis tranchés. Le premier, Norris, le géant au pied d'argile. Il y a eu une discussion toute la nuit. J'ai mis un petit point d'interrogation à la fin de cette phrase. Oui, bien sûr. Beaucoup voulaient un Bien point sûr. d'exclamation. On va y revenir un petit peu plus tard. Red Bull qui rassure Verstappen, le coup de chaud sur pneu froid du côté de chez Ferrari et surtout eh bien, un thème qui nous tient à cœur, le 4e. On ne devait plus avoir de Dirty Air, mais hier, eh bien, il a eu un impact négatif en tout cas sur le spectacle et sur cette course. Mon Léo, mon Imen aussi de retour. On est très content d'avoir nos deux gars en régie. Un petit jingle et on attaque justement ce débrief. Et avant d'attaquer le débrief, on se replonge dans le classement à l'arrivée de ce Grand Prix. J'ai mis d'Azerbaïdjan, mais non, c'est bien le Grand Prix de Singapour. Avec la victoire de Norris, la 2e place pour Max Verstappen, 2 McLaren sur le podium, George Russell, première Mercedes, 4e, Leclerc, 5e, Hamilton, 6, Sainz, 7e. Les points de Fernando Alonso, mine de rien, à la 8e place. Les points aussi, mine de rien, de Hülkenberg à la 9e. Et puis Perez qui complète ce top 10 avec cette lutte infernale avec Colapinto. Les gars, on attaque tout de suite sur justement la victoire de Lando Norris. Il y a énormément de choses à dire après un week-end où McLaren vraiment a dominé son sujet. Le week-end a commencé déjà par la clarification de la FIA concernant l'aileron arrière. On en parlait justement la semaine dernière ensemble et vous aviez réagi après les images qui avaient été montrées justement de cet aileron qui se déforme. Plus le droit donc à cette déformation. Est-ce que, la question que j'avais envie de vous poser hier, est-ce que c'est pas la victoire la plus écrasante de Lando Norris, en tout cas cette saison, avec cette McLaren qui maintenant, on le sait, semble être imbattable sur des circuits à fort appui. On l'avait vu en Hongrie, on l'avait vu à Zandvoort et on l'a revu bien sûr hier à Singapour. Il faut quand même le préciser, c'est important, apporter ce bémol, les 2 erreurs qui auraient pu lui coûter très 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 cher à Lando Norris. McLaren aurait-elle pu tenter l'arrêt à la fin, au moment justement où il avait entre 29 et 30 secondes avant qu'il rentre dans le trafic et prenne un tour justement au retardataire et perde jusqu'à 10 secondes en gérant bien sûr après consigne de McLaren. Bref, à l'arrivée, Lando Norris revient à 52 points de Max Verstappen à 6 Grands Prix de la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end de Lando Norris? Est-ce que c'était la victoire la plus écrasante? Est-ce qu'on aurait pu mieux gérer cette affaire de meilleur tour? Et puis revenir aussi également sur les 2 erreurs. Est-ce qu'elles assombrissent, on va dire, le tableau plutôt lumineux de McLaren et Norris ce week-end? Ouais, je pense pas qu'elles assombrissent le tableau de McLaren parce que McLaren a donné une voiture à ses pilotes, je pense, sur ce Grand Prix qui était
effectivement peut-être la plus dominante de la saison. Quoique... Toi, t'as changé d'avis cette nuit, toi. Non. J'ai dit McLaren. Faut nuancer. Quoique, encore une fois, j'aurais aimé voir les Ferrari dans cette ère-là. C'est vrai. Parce que chaque fois qu'elles ont eu le clean air, c'était fast lap sur fast lap. Donc, encore une fois, on va pas refaire la course, mais dans ces circonstances-là et avec cette grille-là, la McLaren était absolument injouable. Écrasante, je dirais moins que Zandvoort pour moi, mais encore une fois, c'est une question d'impression. L'impression que m'a laissé Lando Norris à Zandvoort est plus forte, parce qu'il a dû aller rechercher Max Verstappen, qu'il s'est écarté pour attaquer, et qu'au moment où il a attaqué derrière, il était inattaquable. Tu vas me dire, c'est pas sa faute justement d'avoir enfin bouclé ce premier tour en tête et derrière de s'être envolé. Bravo. Néanmoins, comme tu l'as dit, il y a 3 erreurs, dont une énorme, qui peuvent lui coûter très cher. Elle lui coûte déjà très cher en secondes. Alors, ça paraît rien quand tu as 21 secondes à la fin. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu ces erreurs-là, on aurait pu faire cet arrêt de façon sûre chez McLaren et aller chercher de façon sûre ce meilleur tour en course et pas déclencher une polémique avec Zak Brown derrière. Quand tu es à ce point-là en tête, est-ce que c'est nécessaire de prendre des risques au point de bloquer tes roues, alors qu'en soi, si tu roules à 7 ou 8 dixièmes de ton rythme, je pense que c'est largement suffisant pour maintenir. Encore une fois, je pense que l'impression qui m'a été laissée hier est un peu moins forte. Du côté de Norris, je parle. Qu'à Zandvoort. Là, il a fait un week-end taille patron, il n'y a aucun problème avec ça. Mais à part avoir ramené de façon quasi optimale sa monoplace là où elle devait être, j'ai rien à dire de plus vraiment que ça. Et c'est bizarre, j'ai eu ce sentiment en sortant de la course que certes c'est une des courses les plus dominantes qu'on ait vues de Lando Norris, et pourtant je me dis je suis pas sûr qu'il ait forcément les épaules si jamais Max Verstappen est à la lutte avec lui. Tu te situes comment toi, Hamza, justement sur ce sujet? J'ai vu ce matin votre discussion passionnante qui a été très longue manifestement sur WhatsApp, sur ce petit point de désaccord. Il m'a vénère. Mais non, mais il parlait mal. Après, la vérité aussi, c'est que j'ai l'impression que depuis hier soir, il est un petit peu irritable. Ce monsieur, on l'a vu ce matin à notre arrivée. Bonjour, un peu ronchon. Pour revenir un peu plus. Non, moi je me suis. Il y a un match retour. On va pas avoir la gastro. Comment tu incorpores Manu Moine sur Radio Marseille? Non, moi je me situe forcément de l'avis de Brice pour une raison toute simple. C'est qu'aujourd'hui, je considère que l'on doit parler de Lando Norris comme d'un prétendant au titre mondial. Et à partir du moment où on parle de Lando Norris comme un prétendant pour un titre mondial, on doit avoir l'exigence, les attentes, que l'on a pour Lando Norris. J'ai pas les mêmes attentes pour un Norris que j'avais pour Logan Sargent. C'est normal. Bien sûr. Si on prend les 20 dernières années, on va dire sur la carrière d'Alonso, sur la longueur de la carrière d'Alonso, on a eu quoi, 150, 200 pilotes en F1, mais sur les 150 ou 200 pilotes en F1, il y a une minorité qui a été à un moment, sur un an, qui a joué un titre mondial. C'est peut-être 10, c'est peut-être 15% de ces 200 pilotes. Aujourd'hui, Norris fait partie de ceux-là. Moins, ouais, peut-être. Je te sors des nombres un peu comme ça au hasard, mais on est sur pas plus de 10-15%. Clairement. Aujourd'hui, Norris, comme l'a été Mark Webber, comme l'a été Felipe Massa, comme l'a été Jenson Button, ils ont eu la chance sur un an de jouer un titre mondial. Il y en a un qui a réussi, en l'occurrence c'est Button. Il y en a beaucoup qui ont échoué. Mais Norris, moi je peux pas me contenter aujourd'hui du jeune petit prodige McLaren qui gagne des courses, du jeune petit prodige McLaren qui pour la première fois en 8 pole positions réussit à être en tête. Parce que j'ai vu des 6 pole positions. 6 pole positions, pardon. Sur les 6 seulement 5 cette saison et une l'année dernière. Non, c'était à Monza 2021. Oui, t'as raison. Oui, c'est lui. Oui. Il y en a 6. C'est des sprints sinon, peut-être. Ouais, certainement. Oui, mais même sur les sprints, du coup, il était pas en tête au premier virage. Ah oui, mais c'est 6 pole positions en carrière. Ok. En Grand Prix. Les 6 pole positions plus les 2 départs en tête en sprint. Quand je vois des tweets qui se félicitent, pas tous, il y en a beaucoup qui ont joué sur l'ironie, mais
qui se félicite justement de... Mais pardon, mais c'est normal. Là, on parle pas d'un pilote. La statistique que tu disais souvent sur Charles Leclerc, le taux de conversion, pole position, victoire. Entre pole position et victoire, il y a 300 km. Donc sur 300 km, si t'as pas la meilleure voiture pour dominer le dimanche, c'est la vie. Par contre, même si t'as pas forcément la meilleure voiture, être en tête au premier virage et être en tête à la fin du premier tour, lorsque tu pars en pole, c'est ce que je considère être quelque chose de normal, ou en tout cas ça doit être plus de 50%. Donc quand là pour la première fois, peut-être que ça va lui débloquer quelque chose, un aspect psychologique qui à l'avenir, s'il multiplie les pole positions, permettra à Norris d'avoir cette expérience, ce vécu et peut-être un stress en moins, je ne sais pas, encore une fois c'est l'aspect psychologique, parce que le talent il l'a, donc il est capable. Mais encore une fois sur sa course, il a une voiture tellement dominante, et la domination de McLaren, je la matérialise aussi par ce qu'a fait Oscar Piastri. Piastri, il part 5ème parce qu'il rate sa Q3. Ouais. Mais si tu prends le meilleur temps de Piastri, il a raté son week-end aussi, vendredi, samedi, c'était pas non plus... Si tu prends son meilleur temps en qualif, c'est le temps de Q2. Avec le temps de Q2, il est sur la première ligne avec Norris. Derrière, à Singapour, il parvient à avoir, sur des stratégies décalées, on en parlera tout à l'heure, un rythme qui lui permet de revenir sur le podium. Donc la McLaren, elle était performante lorsqu'il y avait du clean air. Norris, il a eu le clean air toute la course. Après, il y a la gestion peut-être du trafic, la gestion des retardataires. Mais moi, son erreur grossière, parce que ça peut lui coûter un aileron avant et ça peut lui coûter... la course tout court, hein. S'il repart pas, il repart pas de ça. Après, tu peux te dire... Rappelle-toi des Hamilton Bottas à Hockenheim. Bien sûr. Après, encore une fois, c'est un si, mais ça se joue à quelques millimètres. Et pour moi, le si, quand tu joues un titre mondial, le si qui se joue à quelques millimètres, c'est de l'ordre du négatif quand tu fais le bilan de sa course. Moi, les gars, pour rien vous cacher, et c'est la discussion qu'on a eue cette nuit pour préparer cette émission, j'ai été... alors qu'on mentionne ces deux erreurs, dire qu'il s'en sort très très bien, c'est une réalité. Dire qu'on aurait préféré qu'il n'y ait pas ces deux bémols à sa performance de ce week-end, je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, il y a un truc qui m'a un petit peu gêné hier dans les réactions, notamment que j'ai vues sur les réseaux sociaux, c'était de prendre ces deux erreurs et de tirer tout de suite des conclusions sur l'aspect mental de Lando Norris. Si tu le replaces dans le cadre de la saison 2024, je suis d'accord avec vous, il y a des manques. C'est la première année où il a l'occasion de jouer le titre. Soyons patients, rappelons-nous de Verstappen peut-être dans la les dernière. premières années, peut-être la dernière, Verstappen, mais ça, il a eu pas encore. Une année pour jouer le titre 2021, il l'a eu. D'accord, mais il a fait des... ce que je veux dire par là, c'est que 2019, rappelle-toi ce qu'on disait, 2018, 2019, on disait il a encore une marge de progression. Peut-être que Lando Norris est à ce niveau-là. Maintenant, si je prends des exemples dans l'histoire, Nigel Mansell, Ayrton Senna, Monaco 88, Mika Hakkinen, Monza 99. C'est des garçons qui ont été champions du monde, qui ont fait des erreurs gravissimes. Si à l'époque on avait fait les pistonnés, on aurait dit quoi? Que Ayrton Senna est fragile mentalement. Alors Nigel Mansell, on aurait pu le dire. Que Mika Hakkinen fait des erreurs grossières. Enfin, moi c'est ça qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression que si tu veux, quand on ne retient, ou que le fait majeur qu'on retient, c'est le fait qu'il ait fait deux erreurs, Lando Norris, alors qu'il a fait aussi des choses très fortes, voire quasi parfaite. Mais qu'a-t-il fait ? Il a un avion de chasse. Non, mais d'accord, mais là, moi j'ai bien aimé la gestion sur le premier relais. Il y a beaucoup de choses. Oui, mais c'est l'avion qui lui permet de mettre une seconde à Verstappen autour. Non, mais on va pas réduire ça. On peut pas réduire la performance aujourd'hui. Et pareil. Parfois, dans cette émission, on arrive à apporter des circonstances. Tu disais par exemple la semaine dernière sur Pérez, on regarde les résultats et on n'explique pas pourquoi Pérez était en difficulté à un moment donné. Alors vous allez me dire que je trouve peut-être des excuses de bas étage. Lando Norris, la première erreur, ça se passe à la fin de son premier relais, ses pneus à ce moment-là sont morts. Et enfin, je veux dire par là, et on est à Singapour, on sait un circuit qui est très exigeant, un circuit où il faut toujours garder de la lucidité. Moi, je ne juge pas Lando Norris comme le 3e meilleur pilote de l'histoire de McLaren. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai l'impression que quand on insiste, toi, t'as peur qu'on rentre dans cette caricature. Ah, moi, j'ai peur qu'on rentre dans cette caricature, en effet, et qu'on réponde aux gens qui disent que c'est le 3e meilleur pilote de McLaren, ou qu'on le compare à Lewis Hamilton ou Max Verstappen. Tu vois, par exemple, pour reprendre ce que tu disais. C'est la même chose qu'il vise. Mais moi, je suis d'accord, mais moi, aujourd'hui, je ne compare pas Lando Norris à deux légendes de ce sport. Oui, mais il vise ça, et il vise leur titre. Il vise leur titre dans une saison où il doit, à partir du moment où il a compris qu'il était dans cette position de challenger, de poursuivant, il a bien dû comprendre qu'il allait avoir besoin d'un sans faute. C'est ça, en fait. Il est jugé sur ce besoin de sans faute. Alors, le sans faute mathématique sur Singapour, il l'a. Et le sans faute sur le terme de rythme, il l'a. McLaren a fourni la voiture parfaite. Lando Norris s'en est parfaitement accommodé. Et résultat, il est le plus rapide en piste hier. Il n'y a aucun débat. Il mérite sa victoire. Et c'est une victoire écrasante d'un mec qui, maintenant, a débloqué justement ce compteur victoire.
Moi, ce que je retiens, et j'ai l'impression qu'Hamza est d'accord, mais encore une fois, le but n'est pas d'entrer dans la caricature, le but est de se dire qu'est-ce que j'ai ressenti à la fin de la course. Moi, à la fin de la course, sachant que j'ai envie qu'il y ait du piment sur cette fin de saison, j'ai envie qu'arriver à Abu Dhabi, il y ait une dizaine de points d'écart, Pour voire moi, ça moins. entre pas en ligne de compte. Moi, j'analyse une course. Oui, bien sûr. Non mais Si à la fin il y a 100 points d'écart ou qu'il y en ait ou que ça se joue sur le dernier 2021, ça se joue sur le dernier tour, Oui. ça c'est pas mon problème. Oui, Moi, oui, j'analyse mais- Singapour. Mais sur Singapour, dans l'objectif qui est celui de Norris à l'heure actuelle, il gagne, mais est-ce qu'il devait gagner en prenant ces risques-là, entre guillemets, en ayant des moments brouillons dans la course, en ayant un moment où on ne va pas aller chercher le meilleur tour alors qu'on normalement on peut se le permettre vu l'avance Bien qu'on sûr. a. Il y a C'est juste pas une les petite erreurs qui lui impression. coûtent le meilleur tour. C'est pas les erreurs qui coûtent le meilleur Alors tour. les erreurs, l'erreur lui fait faire un du 41.8 du- quand tout le monde est en 36. hein. Du 29e tour, Ouais. ça lui coûte 4 secondes sur Verstappen. Ouais. 4 Avant son arrêt. Ouais, mais attends, comme on le disait hier, à 8 tours de la fin, il a 29,7 d'écart. Et le problème, Après, c'est la quand gestion il du arrive. trafic. Mais Voilà, justement- et McLaren qui lui demande, alors peut-être là vous avez peut-être raison, c'est que la fameuse radio de McLaren qui lui dit Oscar s'est fait des frayeurs dans le trafic, si tu peux un petit peu baisser le pied, ne pas prendre de risques, tu as un Et avantage. pourquoi on sur l'arrête les pas là La gestion du trafic avec coup. notamment Colapinto, c'est une erreur qui peut arriver. Pour moi, sur la catégorie, la hiérarchie des erreurs, C'est la moins pire. il y a hein. quand même une différence entre ce qui arrive avec Colapinto où il se sort, mais il y en a plusieurs qui se sont sortis, qui se sont même bataillés. Russell, il est sorti là parce que Oui. je crois que c'est face à Leclerc. Leclerc l'a un peu tassé. Bon, il n'y a rien à reprocher à Colapinto qui lui aussi est en apprentissage de la gestion de ses drapeaux bleus. C'est peut-être même le premier drapeau bleu de sa Oui, carrière en c'est F1. Et un Norris qui le dépasse peut-être sur le côté où il y a un peu de marble en fin de course. On sait que Singapour en plus c'est assez Complètement. compliqué la gestion Ouais. des marbles. Mais moi il y a plusieurs choses. Il y a ce que tu dis, mais d'abord je vais revenir sur ce que tu as évoqué tout à l'heure. Dans mon esprit, la construction d'un pilote de F1, je parlais tout à l'heure des fameux 10-15% qui Oui, ont une chance l'élite. un jour de lutter une fois, une année pour un titre mondial minimum. Hamilton, c'est le contre-exemple. Parce qu'Hamilton, il est arrivé, il a lutté le titre, Oui. pour le titre dès sa première année. Voilà. Lui, il a eu la bonne voiture, c'est le talent, c'est d'accord. Les autres, ils mettent du temps. Ils peuvent mettre 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Button, ça a mis du temps avant qu'il devienne le pilote qui lutte pour le titre mondial. Sauf que lorsque tu luttes toutes ces années-là, entre eux, on va dire, pour Norris, c'est la 6e saison de sa carrière. Exactement. Oui. Sur les 5 premières saisons, il n'a jamais eu la possibilité de lutter pour un titre mondial. Ni même pour les victoires. Sur un court instant, c'était qu'en 2019 Sochi, Belgique. Oui, t'as- 2021. 2021 et puis une partie de l'année dernière aussi. Il y a La McLaren des est rares petits moments dans la carrière de Norris où il a pu lutter pour une victoire. Mais avant cela, quand tu luttes pour passer en Q2, quand tu luttes pour passer en Q3, tout ce que tu apprends là, ça doit te servir. C'est un bagage que tu accumules pour le jour où tu joues le titre mondial, qu'on ne puisse pas te dire ou que tu ne puisses pas avoir l'excuse du je suis encore en phase d'apprentissage, j'apprends à gérer la gestion du trafic, j'apprends à gérer la dégradation pneumatique, Les 5 précédentes saisons doivent permettre, là on parle de Norris mais c'est le cas pour tous les pilotes, quand tu joues une 17e place, le pilote qui joue une 17e place, à la fin de la saison, je pense pas qu'il se dise l'important pour moi c'est terminer 14e au championnat. L'important pour moi c'est terminer 11e. Non, lui je pense sincèrement, peut-être que je me trompe lourdement et là ce sera au pilote de me contredire, mais le pilote il est en processus d'apprentissage. Il a un verre qui doit remplir et au moment où il lutte pour le titre mondial, l'objectif c'est que ce verre soit au maximum le plus rempli d'expériences possibles, de différentes expériences, mauvaises, intéressantes, différents tests sur la dégradation pneumatique. Si je pousse de 10 tours, qu'est-ce que ça fait? Bref. Le jour où il joue pour le titre mondial, il n'y a plus d'erreur possible quand tu es face à Max Verstappen et quand tu as une voiture qui ne t'a pas permis d'être dominant toute la saison, mais qui t'a permis sur une belle petite moitié de saison minimum d'avoir la meilleure monoplace possible. Norris aujourd'hui, il est dans un cas de figure, et là je vais revenir sur ce que tu évoques, dans un cas de figure où non seulement c'est le chasseur, mais il n'a pas le droit à l'erreur. Et là je vais revenir sur le fameux arrêt qui n'a pas été réalisé par McLaren. Moi en fin de course je me suis posé la question. Mais pour moi, la prise de risque, elle est beaucoup trop importante. Pour un point. Le bénéfice-risque, quand tu es dans la Quand t'as qu'une seconde d'écart, 2 secondes quand tu comme es dans la ça. peau du chasseur, en l'occurrence Lando Norris, que tu as une marge de, allez, on va dire 2 secondes,
On sait pas ce qui peut arriver. t'as J'exclus raison. évidemment ce qui s'est passé à Bottas, Monaco, où le pneu reste coincé, c'est fin de la course. Mais une erreur peut arriver aussi au stand. D'autant que t'as raison, c'est quand même la pit lane qui te fait perdre le plus de temps dans la saison Mais aussi. après, 25 à 28 après secondes. dans cette situation, sa situation, enfin là à l'heure actuelle, à Lando S'il Norris, l'arrête, il se passe non, un mais- petit quelque chose et il perd la victoire, tu il perds termine tout. deuxième. Mais on est bien- tous là à dire Ah, bien McLaren, c'est inacceptable Ouais, ce bien qu'ils sûr. ont. Mais oui, ce qu'ils ont pu- et au-delà de ça, dans une position de chasseur, est-ce que c'est pas le moment de prendre tous les risques? Pour moi, c'est trop tôt. Bah oui, Pour mais moi, là, quand tu est-ce sors, que tu sors. il y a un moment donné, ça va être trop tard d'un Oui, coup en mais fait. là, tu sors de Singapour avec un plus 7. Pour moi, tu peux pas prendre le risque de passer d'un plus 7 à un plus 8, sachant que s'il se passe quoi que ce soit au stand, tu passes de plus 7 à moins 7. Oui, non, Donc mais- tu perds donc 14 14 points, oui, Tu d'accord. perds 14 points. Mm. 14 mais points, c'est c'est- rédhibitoire à ce moment-là. C'est pragmatique, mais si McLaren attend que Verstappen ne soit plus là, Mais il y a la configuration du il y circuit aussi. a... La Bah oui, mais configuration justement, du elle circuit, était c'est censée être très mauvaise. Non, mais Singapour, s'il se passe une petite erreur de 2-3 secondes et que tu sors à 2 secondes derrière Verstappen, t'as 2 tours pour le dépasser. Mm. Mais avec des soft 9. Oui, bien sûr, mais Singapour, c'est plus compliqué que Abu Dhabi pour dépasser. Et je sais qu'Abu Dhabi, ça a aussi été. Pour Ce que je veux te dire, c'est Se que casser les Verstappen nous a aussi prouvé, lui, par Mm. le passé, je pense à Monza 2021, que la gestion d'un championnat, c'était sa première année C'est vrai. où il jouait le titre. Oui. La gestion d'un championnat, il a tout de suite compris que le plus important, c'est de ne pas perdre de points ou trop de points. Il sort des stands face à Hamilton, ou c'est Hamilton qui sort des stands, Mhm. c'est tu restes derrière moi ou tu ne passeras pas. Mm. Et on se met tous les deux dehors. On se met tous les deux dehors, c'est 0-0. Mm. Plutôt que un possible moins 10, moins 15. Ouais, ouais, ouais. Senna Prost, Suzuka. C'est ça. Là, tu te retrouves dans un cas de figure où tu prendrais le risque de mettre, en cas d'arrêt légèrement raté, ton pilote qui joue le titre face à son C'est concurrent vrai. qui a justement cette gestion Mm. des événements pour un titre mondial, de le mettre avec l'obligation de le dépasser. Je trouve que la prise de risque, elle est trop importante. S'il y avait un gap de 10 secondes, Oui. une marge de sécurité Un de 10 matelas, secondes, pourquoi mm. pas. Là, pour 2-3 secondes, je trouve que la prise de risque aurait été Ouais, trop je sais importante. pas. Oui, je vois ce que tu veux dire dans le fait qu'on puisse être trop dur avec Lando Norris, mais moi, à partir de maintenant, il est catégorisé dans ma tête des concurrents au championnat du monde. Et c'est plus George Russell. Aujourd'hui, Lando Norris, je le juge dans une posture qui est celle du chasseur qui doit aller chercher un titre de champion du monde et qui doit justement tout aligner correctement. Encore une fois, statistiquement, ce week-end, il n'y a rien à dire. Mais il doit tout aligner correctement pour aller chercher le titre. L'impression qu'il m'a laissée n'est pas celle d'un concurrent au titre fiable. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je te rejoins. Ce qui Ça, je te n'était rejoins. Ça, pas je le vous- cas à je vous rejoins Zandvoort. là-dessus, bien sûr. À Zandvoort, il m'a Mm. laissé cette impression-là. Mm. Après, l'impression de vitesse, de domination, de tout ça, il me l'a laissé, Mais est-ce bien que la sûr. course n'est pas C'est plus un dure à énorme Singapour? week-end. Est-ce que la course n'est pas plus dure à Singapour quand même qu'à Zandvoort? Pour un pilote? Mais, Bon, je sais pas quand t'as 30 secondes d'avance. Enfin, Moi, si tu veux, en fait, il y a un truc, c'est une question que je me pose. C'est pas du tout une critique, c'est une question que je me pose. Ces dernières années, on a été amené à commenter l'ascension de Lewis Hamilton, enfin, la domination de Lewis Hamilton, l'ascension de Max Verstappen. Et quand on commence à prendre un petit peu de recul, on se dit, ces deux mecs-là, même si leur carrière n'est pas encore terminée, tu sais qu'ils font partie des titans de ce sport. Et quand je prends la nouvelle génération, Leclerc, Norris, Russell, et on pourra en citer d'autres, j'ai l'impression qu'on en attend tout autant de ces gars-là que de la part de Verstappen et de Hamilton. Or, en fait, ils ont le c'est même là- talent. c'est là que tu te rends compte qu'ils ont peut-être le même talent intrinsèque, mais ils sont victimes. En fait, il leur manque encore quelque chose, si tu Ah veux. oui, mais ça, eux, on ça l'a fait déjà quand même dit, tu quelques vois. années qu'ils sont F1, ça fait C'est 4, vrai. 5, 6, 7 ans. C'est vrai, Après, Enfin, Verstappen, tu sais quoi Hamilton aussi. C'est vrai, encore une Tu sais fois, quoi, je vais te dire un truc. Tu mets Piastri à la place de Norris. C'est Piastri qui réalise la course de Norris. Ça fait 40 courses qu'il est en F1. Mhm. Il est encore en processus d'apprentissage. C'est Quand vrai. après 6 ans, Mhm. tu joues ton titre mondial et que encore une fois tu joues pas le titre mondial, c'est la deuxième course, tu joues le titre mondial, tu es dans le sprint final, la position du chasseur, il y a des signaux. Mhm. Et puis encore une fois, moi il y a un point que je veux absolument évoquer. Norris, il fait la course, il fait une bonne, enfin, il fait la course qui lui permet de gagner. Mhm. Mais pardon de dire, on va me dire oui mais t'es un hater, c'est pas mon problème. Aujourd'hui McLaren lui offre Ah non, la voiture. une performance de sûr. voiture
qui lui permet d'écraser la concurrence. Oui, mais tu vois, j'aurais là où aimé les voir autres la se sont Ferrari ratés. quand même, mais- Oui, mais voilà, mais attends. Oui, non, mais bien Ouais, sûr qu'il y a j'aurais un voulu voir bémol. la Ferrari. Et Mais on en Ferrari parlera tout s'est à l'heure. planté en Oui, qualification et on en parlera tout à l'heure. Tu vois. Bien sûr, C'est- mais c'est là où. Enfin, en fait, je veux pas Norris qu'on ne doit minore. pas attendre Non, mais en les fait, autres. Hein. En fait, des fois, faut pas. En fait, c'est pour ça que je veux que les gens comprennent bien. C'est que quand tu dis ça, on minore pas non plus la part pilote. Ah non, pas du C'est-à-dire tout. que c'est un morceau de bravoure quand même, Singapour. Non, mais- Et qu'il a fait un week-end où il a tout aligné. Il a fait des erreurs La qui lui ont saison rien dernière, coûté. Le t'as championnat raison. du monde de Formule 1, c'est un championnat du monde où tu dois gagner le plus de courses possible, ou en tout cas mettre le plus de points sur 24 grands prix. Si tu étais champion du monde au bout d'une course, ça se saurait. La saison dernière, Verstappen, on l'a loué alors qu'il écrasait, qu'il pulvérisait le championnat sûr. avec un avion de chasse. Mm. Mais il y avait une impression. Oui, oui. Norris non. aujourd'hui ne m'a pas laissé cette impression Oui. après Singapour. Et- Même si tu colles une seconde au tour, parce que c'était ce qu'il réalisait en début de course lorsqu'il y a eu Complètement. cette fameuse Quand radio il est en au économie, tour 8, il met au tour 5 9. dixièmes par tour à Verstappen. Et Après, quand il colle peut attaquer une au 9, seconde c'est à une Verstappen. seconde. Ouais, Il t'as colle raison. une seconde et il colle 2 secondes au reste, les Hülkenberg, Le Leclerc reste qui du est en monde. lutte, Alonso, etc. Une seconde au tour Hmm. régulièrement. C'est ce qui lui permet d'avoir cette avance de 25 ou 30 secondes. 20 secondes à l'arrêt, non C'est monstrueux, c'est colossal. Ouais. Mais pardon, une seconde au tour à Singapour. Il n'y a pas que Norris. Il y a pas que ça. Non, C'est pas bien possible. évidemment. Non, mais je sais, c'est pas une maestria non plus de Norris. T'as raison là-dessus. Mais tu sais, par rapport au jugement, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai pas envie qu'on soit mal compris sur cet enseignement. C'est plus ça. Mais tu te souviens des années de domination de Lewis Hamilton où on ne parlait même pas de Lewis Hamilton C'est vrai. dans sa course parce qu'en fait il n'y avait rien à dire. Mm. C'était parfait. Et Max Verstappen l'année dernière, on ne faisait même pas d'enseignement Max Verstappen presque des moments. Parce qu'il n'y a rien à dire. Quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. C'est la vrai. régularité qui C'est faisait vrai. qu'on en parlait. Exactement. Mais sur la C'est performance vrai. pure d'une course, on n'en parlait Mm. pas. En 2021, rappelez-vous des propos qu'on avait sur Lewis Hamilton, sur notamment les 15 premiers GP, où on se disait, il montre des signes de fébrilité, il montre qu'il n'est plus aussi serein qu'avant, alors qu'il gagnait des courses et qu'il était en lutte au niveau statistique avec Max Verstappen. Rappelez-vous d'Imola, on disait, mais qu'est-ce qu'il fait Lewis? Alors ok, il termine deuxième à Imola. À l'époque, on le disait, c'est la gestion d'un championnat. Ouais. Verstappen, il Oui. jouera pas le titre et Mm. Hamilton, il sait que le plus important, c'est de prendre les 18 Exactement. points plutôt que de risquer un 0-0. Et justement, en fait, là, tu vois, il y a rien à reprocher, mais encore une fois, dans l'impression, tu te dis, Hmm. tu vois, Il y a des moments de fébrilité. Je t'ai comparé ça hier par message. Je dis j'ai l'impression de me revoir quand moi j'étais gamin en ski, que j'avais aucune maîtrise technique, que j'allais super vite, hein, j'allais plus vite que tout le monde. Hein, mais alors, par contre, j'étais à deux doigts de me casser la gueule à chaque moment, quoi. Mais alors, encore une fois, c'est 3 erreurs sur un Grand Prix, 3 erreurs qui ne lui coûtent rien. Je vous rappelle qu'on était extrêmement inquiet pendant un tour et demi au moment où, avant son premier arrêt. oui, parce qu'il n'y a pas que Et c'est après l'arrêt, là, ce qu'on a la radio, 41-7. c'est après l'arrêt qu'on voit cet aileron légèrement plié. C'est Exactement. après l'arrêt qu'on a certaines radios où on va dire à Norris, pas de C'est problème. bon, vas-y. Mais ouais, enfin, je sais pas. Enfin, encore une fois, c'est juste une question d'impression. Après, il y a rien à dire sur le week-end. Il prend ses points, il en prend pas T'aurais pu assez. dire c'est la réussite du champion aussi. Hein. Ouais. Ouais, non mais ouais, La- c'est ce la- que je t'ai mis hier par message. La réussite du champion, elle aurait dû c'est avoir ça pour 10-12 taquiner, points d'écart, ce qui n'a pas été le cas. Et de toute façon, moi, à partir du moment où il prend moins de 8 points par. C'est quoi? C'est 8 et quelques maintenant, je Ouais. crois. 8, Quasiment 9 maintenant. Après ouais, Singapour. 8,86. Après Singapour, c'est quasiment 9. Ouais, par course. Et en fait, je considérerais que c'est une défaite. Et une dernière chose, Et une victoire de Max Verstappen. ceux qui vont te dire, ouais, mais McLaren a commis une erreur en n'arrêtant pas pour prendre le meilleur tour, parce que ça aurait permis à Norris d'avoir son destin entre ses mains. Son Non. destin entre ses mains, gagner toutes les courses, Bien avant. hein. tous les meilleurs tours. Bon, destin entre ses mains quand il reste 6 courses, plus des sprints et qu'il doit tout faire brillamment. Bien sûr. C'est Alors- pas la même psychologiquement. C'est-à-dire que psychologiquement, là, Sincèrement, je suis Max pas sûr. Verstappen Tu penses a son destin entre ses mains. C'est pas la même chose. Je sais pas, honnêtement, Je crois que sont dans les calculs d'apothicaire, les mecs comme ça. Moi, j'y crois pas des masses. Mais... Bah, je suis désolé, mais quand tu sais que t'as un filet de sécurité, tu t'aventures Mhm. plus facilement sur le fil que. tu es sûr que Norris aurait pu avoir un filet de sécurité s'il avait fait le meilleur tour? Non, c'est pas ça. C'est que Max Verstappen en a un désormais et qu'en fait, tu le reverras peut-être pas faire ce qu'il a fait en Autriche ni en Hongrie, par exemple. Le filet de sécurité de Verstappen, c'est quand même d'arriver deuxième à chaque course. Enfin, le filet, il est très ténu quand tu vois la performance aujourd'hui de McLaren. Deuxième à chaque course, si Norris arrive premier, ce qui est vraiment pas le cas à Oui, l'heure non, mais actuelle. bien sûr, mais je veux dire que même en faisant ça, moi j'ai aucune certitude que Max Verstappen face Oui. à Ferrari et face à Je suis McLaren d'accord. fasse deuxième, Hmm. qui termine ce que je disais il y a 2 ou 3 semaines. Enfin, là, il y a qu'il fasse des évos. troisième, quatrième, cinquième minimum. Ça, je pense qu'il en est capable. Hmm. Maintenant, en deuxième, c'est une vraie performance à aller chercher si t'as pas la on va voiture. en parler là juste après, mais il y a des évos du coup chez Red Bull depuis Bakou
que peut-être qui ont commencé à fonctionner à Singapour et qui ont gommé des problèmes. Je sais pas si c'est des évos ou s'ils sont, comme disait Lucas, on va en parler dans quelques instants, mais c'est vrai que Lucas avait des infos là-dessus. Juste quelques réactions. Ouais, vas-y. Je voulais juste mettre une dernière stat. Vous savez quel était l'écart de points entre Max Verstappen et Lando Norris après Miami? Le même. Enfin, 53-52. 53-52. Sur place. Donc en fait, ça fait. Depuis Miami, on est quand même, je pense, tous les trois d'accord pour dire que entre McLaren et Red Bull, il y a un monde. Clairement. Il s'est passé 11 courses et 11 courses, c'est ça. Et 53 points d'écart après Miami, 52 points aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir vécu depuis Miami un championnat parallèle. Je continue d'y croire pour la simple et bonne raison que pour le moment, j'ai envie d'y croire. Red Bull, déjà, j'ai envie d'y croire non pas pour voir Max tomber, j'ai envie d'y croire juste parce que j'ai envie de ce suspense à la fin du championnat. Mais là, j'y croirais tant que la voiture de Red Bull me montrera pas la capacité à regagner devant Norris. Parce qu'il peut tout se passer à partir du moment où il y a moins de 25 points à Abu Dhabi. Exactement. Et on verra ça et on le commentera. Quelques réactions, les réactions les plus importantes à l'arrivée de cette course concernant McLaren et Lando Norris. Déjà, la première déclaration, c'était lors de la cool room. Regardez ce qu'il nous dit, Lando Norris. L'erreur du 29e tour, je me suis chié dessus. Mohamed Ben les gros mots. Mohamed Ben Sulayem, si vous nous écoutez, vous lui donnez des travaux d'intérêt généraux. Andrea Stella, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup parlé. Enfin, vous l'avez bien sûr largement évoqué, mais il y a quand même la performance de McLaren. Andrea Stella nous dit, je pense qu'à ce niveau élevé d'appui, nous sommes très compétitifs. La Hongrie et Zandvoort ont été toutes deux étaient des courses dominantes. L'aérodynamisme y est meilleur sur toute la grille, mais à faible traînée, l'efficacité de la Ferrari et de la Red Bull est plus comparable à celle de notre voiture. Il est vrai que nous avons investi davantage à ce niveau d'appui que nous l'avons fait à des niveaux d'appui inférieurs, même si sur ces pistes nous avons fait des progrès en conservant l'appui tout en réduisant la traînée. Et puis un avis intéressant de Lando Norris, c'était sur Sky Sports hier. Chez ses amis d'ailleurs, chez sa famille, on peut le dire maintenant. Je savais que tout ce que j'avais à faire pendant tout le week-end, c'était de me lancer et de livrer la marchandise parce que la voiture était tellement géniale, la voiture est superbe depuis un bout de temps. Je n'ai pas réussi à sortir vainqueur de plusieurs d'entre elles alors que je sentais que j'avais le rythme et la capacité de le faire. C'est donc en partie de ma faute et je n'ai pas assez bien exécuté les choses. J'ai donc payé le prix de ne pas avoir fait un travail suffisamment bon à certains moments. Mais quand je mène après le premier virage et que les choses sont un peu plus simples, nous pouvons vivre une journée comme celle d'aujourd'hui. On dirait Hamza qui parle. C'est vrai. Non, mais ça, sur le mea culpa, on peut pas lui. Sur l'autocritique, on peut pas lui faire de reproches là-dessus. Et dernière chose pour valider ses propos par rapport au rythme de la McLaren, je sais pas si vous avez vu les temps d'Oscar Piastri dès lors qu'il a été débarrassé des Mercedes, mais avec des pneus qui avaient déjà une vingtaine de tours, il collait une seconde à Max Verstappen. Donc, en soi, et on en parlera dans le 4e enseignement. Mais à partir du moment où il y a du clean air... Complètement. Et d'où l'importance des qualifications. Certes, après, la course va être importante, mais quand tu vois, pareil, même chose, ce qu'a pu faire Charles Leclerc dès lors qu'il a eu du clean air, c'était pas du tout la même limonade. Donc, c'est un peu dommage. Mais en attendant, les performances d'Oscar Piastri prouvent quand même que la McLaren était largement au-dessus de la Red Bull et que Red Bull a surtout profité quand même de l'absence de Ferrari sur ce week-end. Exactement. Red Bull, Ferrari, on va en parler. Mais... si vous voulez regarder justement les débriefs de Sky Sports F1, l'émission préférée d'Hamza Ramani, je vous conseille d'utiliser un VPN. C'est l'occasion bien sûr pour Thomas Dufond, notre producteur, de vous parler de notre nouveau commanditaire, NordVPN. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui soutient la chaîne, mais qui soutient surtout tous nos nouveaux projets et on en a énormément cette saison. On en profite pour vous montrer comment ça marche puisqu'on est déjà pas mal à l'utiliser dans l'équipe. Ça vous permet de masquer votre adresse IP et par exemple éviter de vous faire pirater. Mais ça permet surtout aux fans de sport, et c'est ça qui nous intéresse, d'accéder à des contenus qui sont normalement géobloqués. Pratique si vous êtes en vacances à l'étranger, si vous voulez voir des diffusions dispo qu'en France ou si vous voulez voir la F1 gratuitement en se connectant au serveur belge par exemple. Bon, vous savez qu'il n'y a pas que le sport dans la vie, même si je sais que toi t'aimes le sport si t'es là. Et on aime beaucoup d'autres choses, le ciné par exemple. En se connectant sur d'autres serveurs avec NordVPN, vous pouvez accéder à des films et des séries qu'on kiffe, qu'on a déjà vus ou qu'on veut découvrir et qui ne sont plus dispo sur les plateformes françaises. Il y a une énorme offre qui est dispo uniquement via notre lien. 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement. Et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe de satisfait ou remboursé sur 30 jours, donc c'est tout bénef.
Merci Thomas pour toutes ces infos. Merci NordVPN bien sûr de nous suivre et nous soutenir dans cette aventure magnifique, celle des pistonnés. Passons au deuxième enseignement et parlons maintenant de Red Bull. Est-ce que Max Verstappen est rassuré à l'arrivée de ce Grand Prix de Singapour ? On peut le dire, le vendredi avait très très mal commencé. Rien n'allait sur la voiture de Max Verstappen qui avait concédé même une demi-seconde à son coéquipier Checo Pérez. Le pari gagnant des réglages le samedi. Alors, on ne sait pas exactement sur quel type de réglage ils sont partis, mais Helmut Marko et Max Verstappen avaient prévenu après les EL2, il va falloir qu'on tente quelque chose, qu'on prenne des risques, et vraisemblablement, ça a marché parce que la performance est revenue en EL3, mais aussi en qualification. Et comme vient de le dire Brice il y a quelques minutes, l'importance de la qualification à Singapour, notamment cette année, bien sûr, avec ces histoires de clean air, dirty air, avec ces écarts aussi resserrés dans la hiérarchie du haut de tableau. On le rappelle, Max Verstappen n'a pas pu peser dans la lutte à aucun moment, en tout cas avec Lando Norris. Un bon rythme, mine de rien, sur les durs qui l'a protégé du retour de Oscar Piastri. Et puis, il y a une question, les gars, qui se pose ce matin, et ce depuis hier à l'arrivée. La fameuse aide de Daniel Ricciardo, je veux votre avis là-dessus. Est-ce que c'était moral ou pas ? Est-ce qu'on a le droit d'autoriser ce genre de choses ? Daniel Ricciardo, je fais une parenthèse, sa carrière est sans doute terminée. On en parlera mercredi avec une émission spéciale, c'est pour ça qu'il n'est pas dans les 4 enseignements. Est-ce que Max Verstappen est rassuré selon vous, les gars, après l'arrivée d'hier ? Je suis pas sûr qu'il ait été réellement inquiet. La seule chose dont il a pu être inquiet, à mon avis, c'est de voir la décrépitude de son écurie et son écurie pas forcément réagir comme il le voulait. Mais après, en termes statistiques, je suis pas sûr qu'il soit inquiet. L'impression est différente. L'impression sur ce week-end, tu veux dire ? Bah oui. Ah bah oui, là il est là. Aujourd'hui, il fait 2 et 2. Comme d'hab, c'est du Verstappen tout craché, on va pas répéter. Mais pardon, il fait deuxième en qualif parce que t'as Piastri qui rate son tour en Q3 et parce qu'il y a les deux Ferrari, il y en a une qui se plante et l'autre qui se manque au premier virage et qui a un tour supprimé. Et que Mercedes est nulle part depuis l'été. Ouais, mais là sur Singapour, la logique aurait voulu sur les performances pures, Verstappen ne fasse pas mieux que 5ème sur la grille. Et après, advienne que pourra en course et potentiellement 5ème parce qu'on a vu le rythme des Ferrari et le rythme des McLaren. Alors est-ce que ça vient du fait que lui n'a pas de faille, parce qu'au final tu vois Sainz il se plante, tu vois Leclerc il te dit qu'il n'a pas fait le bon job, et Piastri il te dit qu'il n'a pas fait le bon job. Donc au final, est-ce que Red Bull rassure Verstappen avec une voiture qui est plus propice à fonctionner ce week-end que prévu, ou parce qu'on a 3 pilotes qui ont merdé samedi? La fiabilité du pilote, elle est avec Max Verstappen, encore une fois, tu sais que lui pourra emmener la voiture à 100-110% et qu'à chaque course, chaque événement, chaque meeting, c'est celui qui, en termes de fiabilité, perdra le moins de points possible si Norris est devant lui. Lui fera le travail pour que, à la fin de sa course, on ne puisse pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais du coup, au sortir de samedi, t'as pas quand même ce sentiment de te dire... Samedi après-midi, après la qualification, on promettait l'enfer à Red Bull et au final, ils reviennent. Et au sortir de dimanche, quand tu vois le rythme de Piastri, quand tu vois le rythme de Leclerc, même de Sainz, qui fait un départ catastrophique et qui derrière remonte quand même jusqu'en 7ème place, est-ce que tu te dis pas que la Red Bull a toujours les mêmes problèmes puisqu'elle termine à 22 secondes, enfin 20.8 pardon, 22 secondes, de Norris, et qu'au final, c'est juste une question de... Enfin, il finit deuxième parce que les autres sont pas là, mais que si les autres avaient été là, il aurait été dans la même mouise. Est-ce qu'on est rassuré la voiture ou pas ? Est-ce qu'on est rassuré ou pas ? Non, on n'est forcément pas rassuré. Après, il y a la typologie de circuit. On l'a vu les propos d'Andrea Stella tout à l'heure qui nous disait les circuits qui nécessitent un fort appui aérodynamique, McLaren est largement au-dessus. Par contre, sur les circuits qui nécessitent un faible appui aérodynamique, il faut minorer l'écart réel entre Red Bull, Ferrari et McLaren. Donc, moi, il y a quand même un truc qui est rassurant. On a fait une émission samedi, Lucas parlait fin, qui est quand même assez bien renseigné chez Red Bull. Ah oui. Ça, il faut le dire. Nous expliquait samedi que la performance du côté de Bakou, c'est parce qu'ils se sont complètement plantés sur les réglages. Là, on a vu quand même un certain retour à la normale sur la voiture de Max Verstappen, ce qui atteste complètement de cette erreur du côté de Bakou. Et puis, il y a juste une dernière caractéristique. Il y a quand même cette Red Bull, même si elle était largement en dessous de la McLaren ce week-end, quand elle enfile les pneus durs, elle est épargnée de certains problèmes qui ont touché les autres écuries. On en parlera tout à l'heure avec Ferrari. Ouais, alors cette fois-ci, à Zandvoort, c'était l'inverse.
l'un dans l'autre. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions de ça? Je sais pas. Après, tu vas me dire Zandvoort et c'est Singapour, ça n'a rien à voir. Mais non, là où à la rigueur, je suis rassuré entre guillemets pour la voiture et je suis pas rassuré pour Norris pour la suite du championnat, c'est que à partir de samedi, t'as pas entendu beaucoup Max Verstappen se plaindre de sa monoplace. Joss par contre un peu. Je sais pas si Non, t'as mais vu, Joss, je sais pas si vous avez vu, il a encore allumé la mèche. Mais Joss, tant que Max a pas 30 secondes d'avance, il va gueuler. Mais en même temps, bon, ça a toujours été le cas, c'est comme ça. J'ai vu une Red Bull qui avait une traction correcte. J'ai vu une Red Bull qui avait une inscription dans les virages très correcte. J'ai pas vu Max beaucoup sous-virer. J'ai pas vu Max beaucoup sur-virer. Qui était pas le cas quand même sur la dizaine de Grands Prix d'avant. Il y a eu quelques exceptions. Mais l'impression laissée au pilotage et de devoir se battre avec sa voiture. Zandvoort, notamment. Ouais, là je l'ai pas vu. Zandvoort c'était entrée et sortie. Vraiment c'était sous-virage sur virage. Et surtout sur un circuit qui était visiblement si complexe pour mettre les gommes dans la bonne fenêtre. Et on l'a vu avec les Mercedes, un coup c'était parfait, un coup c'était lunaire. Et pour Ferrari aussi, d'ailleurs, sur les tours de qualif de Charles Leclerc, il y a une erreur au virage 1, mais derrière, en fait, la fenêtre, il la récupère jamais, la fenêtre de performance des pneus. Donc, sur un circuit qui était si pointilleux sur la performance pneumatique, avoir cette Red Bull qui était assez stable et tout, c'est en ça, pour moi, que ça devrait être rassurant pour Verstappen. Maintenant, l'écart, à la fin, il est quand même de 20 secondes. Donc... Et en sachant que, encore une fois... Il aurait dû être plus important, ouais. Non, il aurait pu l'être, mais surtout, il aurait pu avoir un écart de points. Si Piastri, Leclerc et Sainz ne merdent pas samedi. Donc, rassurant dans la stabilité, rassurant peut-être dans le fait d'amener des évolutions qui vont dans le bon sens, parce que on comprend ce qui va pas, et Lucas nous l'a dit de par rapport à ces infos qui sont, je le précise, intérieures à Red Bull. Cet été, ils comprenaient pas. Là, ils ont compris. Ils ont tenté un truc, ils se sont foirés à bas coût. Mais par contre, ça va dans la bonne direction. À Austin, on aura une réponse. Et la réponse, elle pourra être très froide pour tous ceux qui croient à un retour de Lando Norris au championnat. Parce que là, il y a 20 secondes. Mais si Max Verstappen récupère un équilibre sur sa monoplace et que les autres n'arrivent pas à se placer de façon régulière entre Max Verstappen et Lando Norris, il n'y a pas grand-chose à craindre pour un 4e titre du Néerlandais. Hamza, à ton avis, il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce week-end. Christian Horner a fait son mea culpa concernant la RB20. Un début de mea culpa en disant les voitures, et quand on voit la McLaren, on a l'impression de voir une évolution de la RB19. Et il dit, nous, en fait, on est parti sur un concept un petit peu différent avec cette RB20. On s'est planté sur les évolutions, mais surtout, on a une fenêtre d'optimisation ou d'exploitation du potentiel de la voiture qui va beaucoup plus resserrer par rapport à ce dont on disposait sur la RB19. Est-ce que toi, tu sens Red Bull et Max Verstappen en danger? Est-ce que tu es un peu rassuré, d'autant plus qu'il y a un mois de trêve, c'est-à-dire qu'on va quand même pouvoir travailler. On dit du côté de chez Red Bull, on a compris ce qui ne va pas sur cette voiture. On peut s'attendre à ce qu'à Austin, ça soit un petit peu mieux. À Austin, resurfacé en plus. On verra. Non, mais sincèrement, on a compris, on travaille bien. Oui, c'est de la com. Moi, j'attends de voir la performance sur la piste. Après, ça fait 2 mois qu'ils disaient qu'ils ne comprennent pas. Hein. Oui, mais après, tu sais, Mercedes, pendant 4 ans, on a entendu voilà. Ah, ça y est, on a compris. Non. Mercedes, c'est l'ordi qui avait compris. Oui, si tu veux. C'est pas pareil. C'est l'ordi qui réfléchit pour eux. Donc, non, moi, j'aurais tendance à attendre. Par contre, ce qu'il est indiscutable de préciser, c'est qu'Austin, t'as 1 mois. Et là, le mois, par contre, il peut totalement bouleverser la dynamique du championnat du monde pilote. Ça, c'est indéniable. Maintenant... Même constructeur, on peut aussi penser que McLaren aura aussi des évolutions et amènera la voiture encore à un nouveau niveau. C'est ce qu'a dit Andrea Stella d'ailleurs. En fait, il y a beaucoup trop d'inconnus pour moi pour pouvoir aujourd'hui te donner un avis. On verra. Mais attends, on verra dans un mois. Cette dernière salve, au vu des écarts resserrés qu'il y a, bon, Singapour n'est pas forcément le meilleur exemple d'écart resserré parce qu'on a vu les écarts les plus grands qu'on a vus depuis longtemps, même en qualification d'ailleurs. Mais cette dernière salve d'évolution, elle peut tout changer. Hein. Elle peut même faire terminer McLaren 3e au championnat. Hein. Il y a tellement peu d'écart. Il y a 75-78 points d'écart entre McLaren et Ferrari. Imagine Ferrari pond une évolution de fou furieux. Imagine Red Bull... vraiment, il n'y a rien de joué nulle part. Sauf peut-être avec cette avance de Max Verstappen au pilote. Mais au constructeur, McLaren est dans une marche en avant irréductible par rapport à sa salve d'évolution. Avec 1 mois de trêve et justement ces évolutions amenées à Austin, il restera 6 courses. Cette marche en avant... Ils ont un avantage aujourd'hui, ils ont un set d'avance. Par contre,
qui te dit qu'ils vont pas devoir justement gérer cette avance parce que à Austin tout peut changer quoi. Exactement. Les gars, une petite réaction de Max Verstappen, son ressenti à l'arrivée de cette course, et après je vous poserai la question fatidique sur l'aspect moral ou pas de cette histoire du meilleur tour. Max Verstappen sur la F1 TV, débrief post-Grand Prix, il nous dit: c'était une course en solitaire, j'ai tenté de faire le maximum, j'ai tenté de gérer mon rythme à la fin. Le premier relais était difficile avec la dégradation des pneus, le deuxième était plus confortable. Dans un week-end où on pensait être en difficulté, être deuxième est un bon accomplissement, mais on ne s'en satisfait pas et on va essayer de faire mieux. Il rejoint les avis bien sûr sur ce plateau. L'affaire du meilleur tour, très rapidement. Fin de course, Daniel Ricciardo, course d'ailleurs dramatique et catastrophique, qui chausse les gommes soft. On n'a pas besoin de faire un enseignement, on fera un débat ce mercredi là-dessus. Il chausse les gommes soft et pique le point du meilleur tour à Lando Norris, ou empêche Lando Norris de prendre le point du meilleur tour. Ça a créé un petit tollé à l'arrivée. Regardez les réactions, Zach Brown notamment sur Sky Sports Formula One, qui dit je vais poser des questions à ce sujet à la FIA, car les équipes devraient fonctionner de manière indépendante sur le plan sportif. Là, il s'agissait d'une équipe A et d'une équipe B d'un même groupe, Red Bull. C'est encore un exemple de la raison pour laquelle je ne veux pas de copropriété d'équipe en Formule 1. Andrea Stella aussi également, toujours sur la même chaîne, McLaren F1. McLaren TV, pardon. C'est un sujet important. Vous savez, dès que vous évoquez l'esprit sportif, je pense que vous devez aborder cela avec un sens des responsabilités que je souhaite avoir. Nous devons mettre le sport dans une position dans laquelle les équipes se comportent de manière totalement autonome, car il s'agit d'un championnat de constructeurs. À aucun moment je n'ai d'éléments pour dire que Racing Bull F1 a fait le tour le plus rapide pour soutenir Red Bull. Je trouve juste cela un peu, étrange. Je ne l'ai pas vu venir. C'est pas la première fois qu'Andrea Sella il a des déclarations un peu remplies de naïveté. Exactement. Je ne l'ai pas vu venir. Mais attends. Surtout quand il dit, je n'ai pas d'éléments pour dire que Red Bull a fait le tour le plus rapide. Des radios. Des déclarations à la fin, des remerciements. Alors justement, s'il ne les a pas. Laurent Mekies. Il les a. Laurent Mekies, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un communiqué de Racing Bull qui est tombé dans la nuit d'hier. Et Laurent Mekies nous dit ceci: étant donné que c'était peut-être la dernière course de Daniel, ça j'adore, déjà l'intro. Ça veut donc dire qu'il ne choisit pas. Voilà, c'est ça. Nous voulions lui donner la chance de la savourer et de repartir avec le tour le plus rapide. J'avais oublié que Daniel Ricciardo c'était Isaac Hadjar à qui il fallait donner un run de d'essai libre 1 avec des pneus soft. Peut-être qu'un jour il va prendre la place de Jacques Villeneuve, Julien Febvreau dans l'Alpine à Monza, parce que pour lui rappeler ses bons souvenirs peut-être. Non mais j'ai trouvé ça extraordinaire, la déclaration qui absout du coup Red Bull bien sûr de tout soupçon. Non, bien sûr que non. Les amis, est-ce que ça vous a choqué qu'il puisse y avoir une stratégie entre Red Bull et Racing Bull ? Non, parce que c'est pas la première fois. Ah oui, bien sûr. Donc c'est pas la première fois, on n'a rien fait pour éviter ce genre de problème, donc non, je ne suis pas choqué, je ne suis pas surpris. C'est pas... Mais c'est pas moral, évidemment. Je suis pas choqué. C'est pas choquant parce que l'antisportif est régulier. Enfin, est-ce que c'est... en fait, on a déjà vu des pilotes Racing Bull 1000 fois ne pas se battre avec un pilote Red Bull qui remonte. 2021, le premier titre de Verstappen, combien de fois on a vu des collusions entre... Non, c'est quoi Alpha Tauri. Là, le vrai endroit où le bas blesse, c'est la copropriété. Parce qu'en fait, on a déjà vu Williams et des Mercedes. Par la fourniture du moteur. On a déjà vu Haas et des Ferrari. Par la collusion justement de ces partenariats. Et même quand tu vois que les pilotes ils se les prêtent et que Ferrari par exemple peut aller chercher n'importe quel pilote Haas, pas besoin, mais n'importe quel pilote Haas s'ils le veulent, oui, quoique, mais bon, tu sais que c'est faisable, tu sais que c'est comme à l'époque tous les pays qui entouraient la Russie qui votaient la Russie l'Eurovision, tu vois, t'es pas choqué. Tu sais que c'est pas sport, mais t'es pas choqué. C'est juste que, t'es là, tu te dis... La copropriété, en fait, c'est-à-dire que c'est un salarié Red Bull. Et ça veut donc dire que Red Bull ne joue pas à armes égales avec les autres. Daniel Ricciardo, les 4 sont en contrat à Red Bull. C'est pas nouveau. En fait, aujourd'hui, on n'a pas un championnat constructeur de 10 écuries. On a un championnat de 8 plus 2.
Après, désolé de reprendre sur les exemples du WEC, mais par exemple, tu vois en WEC, tu as un classement constructeur et tu as un classement écurie cliente, par exemple. Comme ça, tu évites. Alors, tu me diras, ça change pas grand-chose, in fine, mais voilà, tu peux éviter les collusions de ce type. C'est important de poser la question, les gars, parce que je sais que beaucoup de gens ont réagi à la fin de la course. En fait, moi, j'ai pas vu beaucoup de réactions en 2021. Donc, c'est ça vrai. me fait sourire. Non, mais t'as raison. Non, mais encore une fois, c'est le contexte qui fait ça. C'est le contexte de Norris. La remontada, quoi. Norris a besoin de chaque point et que c'est pas Max Verstappen qui va chercher ce point sur la piste, c'est le positionnement financier, politique, tout ce que tu veux de Red Bull en Formule 1 avec la possibilité d'avoir 20% de la grille quand même. Il possède 20% de la grille en termes de pilotes et de voitures qui leur permet derrière de faire ce genre de manœuvre qui enlève un point à Norris alors qu'en soi, Verstappen ne méritait pas ce point-là. Ricciardo ne méritait pas ce point-là, d'ailleurs il n'a pas eu de point, mais du coup, ça, moi, T'es heureux, hein. T'es heureux, la manière, il l'a dit avec beaucoup de. Non, pas du tout. Quand je vois tout ça, j'ai hâte d'être à Mercredi. Non, mais en fait, maintenant, j'en reviens à une question. Est-ce que, du coup, pour éviter ça, il faudrait pas que le meilleur tour en course soit attribué à ceux des 10 premiers qui a fait le meilleur tour en course, pour éviter ce genre de manœuvre? Parce que dans le chat pendant la course sur Wina TV, on nous demandait mais pourquoi après les 10 premiers il n'y a pas de meilleur tour en course? Rien. Bah, c'est logique. Puisque tu vas pas permettre à un 14e de ralentir, de perdre du temps pour foutre les softs et faire le meilleur tour en course. Ça n'a aucun sens, surtout pour quelqu'un qui se battrait par exemple pour la P10. Sion Sauber aurait déjà des points. Oui, largement. Quoique, il serait capable de pas le faire avec les softs. Vu la lenteur de la voiture, on rappelle, Guan Yu Zhou était à 3 secondes en qualification. Mais du coup, ça en revient à se dire. Le top 10, tu déplaces le problème. Non, mais c'est une arme. Problème parce que si demain Racing Bull se retrouve dans le top 10, bah, il pourrait quand même faire la même chose en étant dans le top 10 en fait. En disant je perds potentiellement 3 points si je me fais dépasser, mais j'enlève le point au championnat pilote parce qu'il y a Verstappen. Ou potentiellement j'ai suffisamment d'espace, d'écart. Mais tu perds un acquis pour le faire quand même. Là, il n'y a pas d'acquis. Ricciardo est 17ème. Il n'y a rien qui va sur le week-end, rien qui va sur la saison. Bon, à partir de là. Sur sa carrière. mais je pense pas ça. Hein. Gardez vos billes pour mercredi. Mais je pense pas ça. Hein. Mais lui, là, qu'est-ce que je te dis? Les gars, l'affaire de ce week-end, puisqu'on parle de Max Verstappen. Ils ont gagné hier soir, alors ça y est. L'affaire de ce week-end, eh bien, c'est l'accrochage, entre guillemets, verbal entre Mohamed Ben Sulayem et Max Verstappen. On en a parlé sur Winamax TV. C'était d'ailleurs l'extrait pole position. Un avis très fort qui a beaucoup plu en France et à l'étranger de Brice Germain. Au Kazakhstan, je te propose, Hamza, de l'écouter, cet avis, et puis je te laisse réagir juste après. Mohamed Ben Sulayem n'a aucune idée du sport dans lequel il s'est lancé. C'est très bien d'être issu de monarchie pétrolière et d'avoir du pognon et d'avoir rejoint le glamour de ce sport tel que le golf anglais. Mais le sport automobile, c'est un sport de charretier. C'est un sport de mec qui a une caravane, qui a une remorque avec un kart à l'arrière, qui a les mains dans le cambouis et qui fout son gamin sur une piste et derrière qui va se foutre sur la gueule avec l'autre père. Dans les buts, au milieu, avec des battes de baseball et en bouffant de la saucisse à l'arrière du camion. C'est ça le sport automobile. On l'a rendu au rang de paillettes, de gold, de sport élitiste parce que ça coûte cher. Mais au-delà de ça, l'origine des gens qui font le sport automobile, c'est une origine sociale modeste. Alors, je ne dis pas que les gros mots vont avec la modestie de l'origine sociale. Je dis simplement qu'à vouloir tout aseptiser, vous ne savez même plus d'où vous venez, les gars. Max Verstappen, il a beau être fils de Jos Verstappen et justement d'un pilote de Formule 1, il a eu les mains dans le cambouis. Et il n'en a rien à foutre de la manière dont il parle parce qu'il exprime ce qu'il a besoin de dire avec les mots qu'il a besoin d'utiliser. La politesse, je veux bien, mais en fait, ne détournez pas ce que doit être le sport et n'utilisez pas les pilotes pour derrière vous, en background, faire le business que vous voulez faire. Parce que si fucked est un problème, j'en ai rien à foutre, je le dis, si fucked est un problème, à côté de ça, il n'a aucun problème à vendre du tabac, il n'a aucun problème à vendre des trucs liés à l'alcool, avec des choses qui sont complètement détournées, les Mission Win Now sur la Ferrari. Il n'a aucun problème à faire affaire avec des pays qui ont des gros problèmes sociaux. Si vraiment, pour lui, l'image du sport automobile, ça ne doit pas être lié aux rappeurs ou aux gros mots, mais il n'a rien compris, le type. Il n'a rien compris.
Parce que ceux qui doivent être dans ce sport, c'est les passionnés et les bons pilotes, point barre. Si vous voulez faire du business, ok, mais accommodez-vous du fait que ces gens-là font le sport automobile. Vous voulez faire du business avec eux, à la base, c'est vous qui venez les chercher. Donc gardez-les tels qu'ils sont et arrêtez de vouloir en faire des gens à votre image. C'est pas votre argent qui va les acheter. Le cri du cœur de Brice Germain. Oui, la F1, c'est lui. Hamza, ta réaction un petit peu sur cette mini-affaire et sur ce très très beau laïus, en tout cas, de Brice sur le sujet. Qu'est-ce qu'il va dire là? Non, ça va aller vite. Ah bon Soutien au pilote. Ouais. Basta. Très bien. On C'est clair, c'est concis, c'est carré. Non, mais. Derrière une frappe d'un Marseillais à la 95e. Jonathan Rowe. Mais non, mais que veux-tu dire? On a un micro. Enfin, je souscris, mais ce n'est pas la première fois, à tout ce qu'a dit Max Verstappen. Encore une fois, libre aux diffuseurs internationaux de ne pas mettre les radios jugées. Oui. Irrespectueuses, offensantes. Je sais pas quel est le terme approprié pour Mohamed Ben Sulayem, mais soutien au pilote. Tu sais, c'est comme les chaînes qui s'indignent des réactions de provocation de certains joueurs au moment où ils marquent un but, ça, et qui utilisent ces images-là pour les teasers du match d'après. Je pense au crash de Romain Grosjean. Combien de choses ont été faites par la Formula One derrière pour utiliser ça à des fins commerciales, notamment dans les expositions, dans les teasers de saison qu'ils peuvent faire, etc. Sur Netflix. Enfin, je suis désolé, mais il faut arrêter d'être hypocrite là-dessus. Hein. C'est soit tu utilises le sport auto tel qu'il est, soit tu l'aseptises, mais du coup tu vas tout perdre. Donc c'est vous qui voyez, mais arrêtez d'avoir deux poids deux mesures là-dessus, parce que c'est franchement agaçant. Et Max Verstappen, heureusement qu'il a cette parole-là et qu'il ne se... J'aime beaucoup sa réaction. Ouais, mais tu sais que les jouer au malin, on va jouer au malin. Tu Lui, sais, il est capable. La saison Netflix où il est champion du monde, on rappelle qu'il n'a pas participé. Il n'a pas voulu participer. Qui a perdu? Verstappen? Non, c'est Netflix qui a perdu. Et Piastri, avec 35 Grands Prix, qui est dans la cool room, dit à Lando Norris... Du coup, comme on peut pas dire de gros mots, qu'est-ce que t'as dit dans la radio à ce moment-là quand t'as failli taper le mur? Il a 23 ans et il a déjà tout compris. Mais tous les pilotes sont en train de se moquer, Charles Leclerc, tous. Ils sont tous en train de se moquer de la situation, donc on verra. Par contre, Ben Sulayem, quand il s'agit d'aller serrer la main du vainqueur, peu importe s'il y a un fact ou pas, hein, il est bien devant la caméra. Hein. Ouais, en tout cas, faut mettre la médaille. Pour revenir à ce que tu disais, Max Verstappen a quand même des prises de position. Il est quand même rarement inintéressant sur chacune de ses prises de position et en interview. Mais parce que Max Verstappen a été éduqué au... Enfin, encore une fois, moi je viens d'un milieu... Oui, tout ce que tu racontes dans la vidéo, c'est du vécu. Oui, mais je viens d'un milieu de sport automobile... je pourrais dire modeste, mais un milieu de karting en fait, pas de monoplace. Et bien saucisse quoi. Mais non, mais n'importe qui a vécu des week-ends de karting le sait que c'est un milieu très particulier, et c'est un milieu fait non pas d'ingénieurs à la base, mais de mécanos, de passionnés de bagnole, de passionnés de gomme qui fume, de passionnés d'essence. Je te dis pas que c'est le sens de l'avenir et le sens du monde. En attendant, la base de ce sport, c'est des mecs qui aiment les biellettes, et c'est des mecs qui aiment le bruit des moteurs. C'est pas des mecs qui sont là pour poser des photos Instagram en train de faire du golf, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, il y a une différence de perception, et c'est pas parce que le sport automobile est cher que le sport automobile est réservé à une CSP++++. Exactement, il y a aussi exactement. de prolos, comme on dit. Et il y en a des gamins qui sont issus de milieux modestes qui ne peuvent pas aller plus haut, et pour autant le talent ils l'avaient. Donc et c'est bien ce qui est dommage d'ailleurs, c'est qu'en fait pour accéder au plus haut, il faut que tu sois entre guillemets presque aux antipodes de l'esprit initial du sport automobile, ce que n'est pas Max Verstappen, parce que Joss a grandi dans ce milieu-là, Max a grandi dans ce milieu-là, mais avec des moyens. Joss n'a pas oublié qu'il était à la base un charretier. Et il le fait bien, il le rappelle bien à Christian Horner à chaque fois. Exactement. Parlons de Ferrari les gars, troisième enseignement. Coup de chaud sur pneu froid, ça aurait pu être le titre d'un film, un thriller en tout cas qu'a vécu Ferrari tout au long de ce week-end. La grande déception de ce week-end, j'ai mis un point d'interrogation, on aurait pu mettre un point d'exclamation encore une fois. Il n'y aura pas eu de match. Le match annoncé McLaren-Ferrari à Singapour n'a pas eu lieu. La faute à une qualification complètement chaotique samedi. Vous en avez parlé tout à l'heure. L'erreur au premier virage sur le run de Charles Leclerc en Q3. L'énorme erreur et Carlos Sainz qui provoque un drapeau rouge. Il y a eu quand même en course deux stratégies audacieuses et décalées. Sur le deuxième relais, Leclerc a trop tapé dans ses gommes pour essayer d'aller chercher justement George Russell. On rappelle que Carlos Sainz s'est arrêté très très tôt pour
enfiler justement les durs et que justement Leclerc a fait le pari inverse, c'était retarder son premier arrêt pour bénéficier des performances des médiums le plus possible. À l'arrivée, pas de podium et le pire c'est qu'ils arrivent à concéder 3 points à Red Bull. Ça nous aurait paru inimaginable, on va dire, avant le début de ce week-end. Je suis extrêmement frustré de la performance de Ferrari parce que dimanche, l'exécution est parfaite. La seule chose qu'on peut reprocher éventuellement, c'est Carlos Sainz qui perd beaucoup de place au départ. Et à la rigueur, Charles Leclerc, mais ça, c'est pas sa faute. Il se fait emmener par le blocage de roue de Piastri, qui emmène Alonso, qui emmène emmène Leclerc. En fait, de toute façon, quand tu suis quelqu'un, s'il fait une erreur devant toi, tu vas la faire aussi normalement. Donc, à la rigueur, ça, j'en tiens pas rigueur. L'exécution du dimanche est parfaite. Et ce qui me frustre, le rythme, il était là. Le rythme, il était là et il était largement devant celui de Red Bull. C'était flagrant dès lors qu'il y avait du clean air. Et tu te dis, putain, le samedi, quoi. En fait, le samedi, il a tout ruiné pour Ferrari. Et dans une qualification qui, pour moi, est la deuxième plus difficile de l'année après Monaco, celle de Singapour, parce que en fait, t'as l'impression qu'à la fin de L3, c'est toujours tous les ans, c'est pareil, qu'ils peuvent pas aller plus haut. Et en Q1, il y en a un qui débloque quelque chose en allant encore plus fort. Et tu te dis, mais il faut se mettre à ce niveau-là. Et en fait, la Q3, c'est une bagarre de limite. Et en fait, dans cette limite-là, t'as une limite pneumatique à gérer qui, à Singapour, est une des plus complexes à gérer. Parce que la fenêtre de performance, elle est supra mince. Charles Leclerc l'a dit, les pneumatiques soft, et d'ailleurs tout le monde se plaignait, ils avaient l'impression d'avoir des pneus différents à chaque fois, ils avaient une fenêtre de performance qui ne dépassait pas les 2 degrés pour que ça soit parfait. Et du coup, c'est pour ça que Russell disait à un moment donné, mais attendez, vous m'avez mis les mêmes pneus là, parce que je comprends pas là, ça n'a rien à voir. Hamilton disait pareil, et les Mercedes, elles ont fait P3, P10, P3, P10, on comprenait pas ce qui se passait. Charles Leclerc fait une erreur au T1, ça ruine son tour de Q3, fin. Sachant que le premier tour est ruiné par Carlos Sainz. Ouais. Et derrière, la fenêtre d'utilisation des gommes n'a pas été bonne. Ça conditionne tout le week-end et c'est frustrant vraiment parce que la perf était là. Et je pense que quand tu dis qu'il n'y a pas eu match entre McLaren et Ferrari, il y aurait dû y avoir. Je sais pas s'il y aurait eu match dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire from 20 secondes d'avance sur Verstappen à une lutte comme à Bakou entre Norris et Sainz ou Norris et Leclerc. Mais on n'aurait pas eu une course pareille. On n'aurait pas eu une course aussi dominée si les Ferrari avaient su et réussi à se placer là où elles devaient être, à savoir, à mon avis, en première ligne ou en deuxième ligne. Oui. Comment tu te situes sur le Alors déjà, sur la qualif, il y a un propos que j'aimerais relever de Leclerc hier sur l'émission d'après-course sur la F1 TV. Il s'excuse. Il disait que en F1 aujourd'hui, la température idéale sur les pneus, qu'on ne l'ait pas en qualif, c'est agaçant, mais ça arrive souvent finalement. Donc lui estime que la qualif, c'est son erreur avant le problème pneumatique. Ensuite, effectivement, il y a la course qui laisse des regrets parce que la seule stratégie viable pour ces pilotes-là, donc je parle de Piastri, je parle de Leclerc, je parle de Sainz, c'était l'overcut. C'est attendre que... Donc c'est une course de patience et c'est ce qu'on a dit à la radio à Charles Leclerc quand il était bloqué derrière Hülkenberg, lorsqu'il était bloqué derrière Fernando Alonso. La patience, c'est le maître mot parce que si tu tentes un undercut, tu ressors quoi qu'il arrive dans le trafic. Alors comme Sainz, lui, il a tenté l'undercut, il a réussi à passer assez facilement quelques pilotes, mais il se retrouve lui aussi limité à un moment parce qu'il aura usé le meilleur capital pneumatique au début de relais. Donc, c'était une course de patience. Et sa course a débuté lorsque Alonso en premier, puis Hülkenberg se sont arrêtés, je crois, 4 ou 5 tours d'écart. Je suis pas sûr, je coupe ton propos 2 secondes, je suis pas sûr que l'overcut ait été la bonne stratégie pour Piastri, parce que l'overcut l'a fait ressortir derrière Russell, alors que son épanouissement sur les médiums dans les premiers tours aurait pu lui permettre de ressortir devant Russell. Donc ça dépendait aussi. Mais effectivement, ressortir dans le trafic égale ta course est morte. On l'a vu, je crois, j'ai pas la stat en tête et peut-être dans les commentaires vous pourrez nous dire, je crois qu'au moment où Charles Leclerc s'arrête après la fin du premier relais, il a déjà 35 secondes de retard sur Norris. Oui,
Après, ouais, un peu moins de 40 même, je crois. Ah. C'est énorme. Alors que, au moment où il se débarrasse d'Alonso et Hülkenberg, il claque les meilleurs tours en course. Avec des pneus qui sont restés dans le DRS de Fernando Alonso pendant 20 tours. Donc, des pneus qui ont normalement souffert. Si là, tu te dis pas que c'est frustrant. Ah bah oui. Donc, Ferrari perd 3 points sur Red Bull. Ferrari en perd combien sur McLaren? 20. Une vingtaine. Pour moi, c'est la seule chose qu'il faut viser aujourd'hui. Vice-champion, c'est pas un titre. Donc quoi, viser titre de champion du monde, tu veux dire? Oui, constructeur. Ouais. Bah, le compromis sur le samedi et le dimanche, plus les erreurs des pilotes, et ils l'ont payé extrêmement cher ce week-end. Et franchement, l'exécution pour terminer 4 et 7, c'est bien sauvé. Hein. Parce qu'en partant 9 et 10 comme ça, à Singapour, ils ont perdu une boîte. Non? Normalement, avec Sainz, ils ont dû perdre une boîte. C'est vrai que quand tu vois le tampon, tu te dis que oui, forcément ils ont changé la boîte, mais j'ai pas vu l'information passer. Bah donc, non plus, mais, à mon avis, oui. ça veut juste dire qu'ils ont pas de pénat avec. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est que t'as pas. Mais je pense qu'ils ont changé la boîte. Hein. Mm. Ils ont peut-être pas recommencé ce qu'ils ont fait à Monaco 2021. Tu vois ce que je veux dire? Quoique c'est des tech pro et pas des rails, peut-être que ça a tapé moins fort, mais bref. Ouais, non, c'est un sentiment de frustration parce que Ferrari n'a pas contre-performé dans le rythme ce week-end, ils ont contre-performé dans l'exécution samedi. J'ai la réponse à ta question. Lorsque Leclerc ressort des stands, il a 1 minute 3 de retard sur Norris. Oui, mais il termine la course à 1 minute 2 de Norris. Donc le rythme, sachant que la fin de course, il la passe derrière Oui, Russell ouais, sans pouvoir passer sur 3-4 tours. Exactement. Donc le rythme, évidemment, qu'il était là. Après, Norris, j'imagine aussi qu'en fin de course, il est sur Oui, Oui, j'ai un mais- montage un peu plus tranquille. Non mais attends, quand il ressort des stands, Norris c'est pas encore arrêté si? Ah bah si. On va te... Norris dire s'arrête ça. avant Leclerc Leclerc est le dernier à s'arrêter des entre guillemets belligérants devant. Piastri, Leclerc. Piastri d'abord. Ah oui, Piastri, t'as raison, et oui, Leclerc. Leclerc s'arrête au tour 37. 8 tours après, je non, crois, c'est pas ça et Lando Norris s'arrête au tour 31. Donc il s'est déjà arrêté. Ok, d'accord. Oui, donc le rythme était le même. Exactement. Alors que Leclerc, lui, a eu à redépasser Alonso, Hülkenberg, Hamilton et est resté derrière Russell pendant les 5 derniers tours. J'ai un doute sur les premiers. Alonso, Hülkenberg, je sais plus, je crois qu'il est en undercut. Hülkenberg, il est en overcut 1, pardon. Il sort devant Hülkenberg et je pense qu'il... Non, et derrière Alonso, parce qu'Alonso, j'ai souvenir. Ouais, il le dit. Oui, il y en a un des deux qui il ressort pas dedans. Il explique, Charles Leclerc, justement, que en fait, en remontant sur George Russell, il a tapé très largement dans ses gommes et que du coup, il manquait de traction, notamment à la réaccélération, et que c'est pour ça qu'il n'a pas pu dépasser George Russell Ouais, avec ses gommes arrière un peu usées. C'est un petit peu le petit talon d'Achille de cette Ferrari, en tout cas sous les mains de Charles Leclerc, qui cette saison pour moi exécute une gestion pneumatique Ah oui, incroyable. Mais peut-être Hamiltonesque. aidé peut-être par la voiture aussi. Hein. Ouais. On fera le bilan en fin de saison, le fameux Mais la conseil de traction. classe. Mais Traction. je trouve qu'on parle pas assez de la saison de Charles Leclerc. On valorise pas assez ce qu'il fait quand même. Il fait une grosse saison. Ah ouais, bien sûr. Il fait une grosse saison. J'ai hâte, enfin, on va attendre la fin de J'ai saison monté quand en même, mais puissance, j'ai carrément. hâte qu'on fasse cette émission parce que Leclerc, c'est clairement une satisfaction cette saison. Est-ce que Et les s'il chapeaux, a- les gars, bientôt. Est-ce Par contre, que ces s'il chapeaux. avait eu une voiture du genre de la McLaren, il y aurait peut-être pas un peu moins d'écart. Tu veux dire qu'il aurait pas fait les 2 erreurs de Norris? Non, là, ne perdons pas de temps, les gars. Non, mais il aurait eu une C'est guigne bon. différente. Oui, ça c'est vrai. Il aurait eu un Castellet 2022 ou un Bakou 2022 ou un Barcelone 2022. Mais tu vois, comme quoi les pilotes peuvent progresser. Non mais Non, là, mais bien sûr. Là, Non, cette mais saison, c'est un d'accord, les vrai, gars, c'est un je vrai contender au Je titre suis d'accord, dans l'exécution du dimanche. Hein. Franchement, Mais surtout, il a passé un cap sur des aspects qu'on pouvait lui reprocher. la par le gestion passé. de gomme, elle est impressionnante. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu la voiture toute la saison lui Exactement. permettant de lutter. Non, il a eu 5 courses en début de saison et il l'a depuis. 3-4 courses 4, 5 J'allais dire après. Avant Monza. Monza. Ouais, ça, ouais. Oui, Monza. Et Monaco, il l'a parce que. Ouais. Parce que Il y, c'est Monaco. il y a des pilotes qui ont eu une quinzaine de courses cette voiture pour lutter pour le titre et qui ont 52 points de retard. Les gars, parlons Papaya fan 44 dans les commentaires. Parlons les gars du 4e enseignement qui aurait pu être le premier enseignement en fait. Cette question du dirty air, on ne devait plus en avoir et pourtant ça aurait pu être le premier enseignement parce qu'en fait c'est le sujet, je trouve, qui a été le fil rouge de ce débrief, qui est revenu en tout cas dans tous les enseignements qu'on a tirés aujourd'hui. On vous rappelle, petite mise en perspective,
en 2022, on fait la Formula One, pas nous, pas les pistonnets. La Formula One fait une révolution technologique, aérodynamique, pour en finir justement avec le Dirty Air et permettre à ces voitures de pouvoir se suivre. Parce qu'on rappelle, il y avait de plus en plus d'appendices sur ces autos qui créent des perturbations aérodynamiques et qui entraînent des effets, mauvais effets, négatifs en tout cas pour la voiture qui suit et chasse la voiture devant. La FIA, mine de rien, après avoir imposé ses règles 2022, a été plus souple sur notamment, on se rappelle l'aileron avant, je crois, de chez Ferrari ou de chez Mercedes. On a vu quelques flaps supplémentaires arriver, générateurs justement de perturbations aérodynamiques. On l'a vu aussi également sur l'arrière de la voiture. Et depuis l'année dernière, les pilotes se plaignent du retour de l'air sale du Dirty Air. Alors, plusieurs questions à vous poser. Il y a aussi une question stratégique, bien sûr, que vous allez aborder à travers cet enseignement-là. On a vu que la track position était véritablement prépondérante du côté de Singapour. Est-ce que le Dirty Air a justement ruiné le spectacle de la course dimanche? Et on pourrait évoquer les exemples de Sergio Pérez et Oscar Piastri. Je vous donne leur réaction parce que c'est intéressant d'avoir le ressenti des pilotes, comme le dit souvent Hamza. Sergio Pérez nous dit à Fox Sport hier, il dit « Avec l'air sale, c'était un désastre total d'être derrière Nico Hülkenberg. Pendant toute la course, ça a rendu cet après-midi assez pénible pour tout le monde. Le problème de freinage n'a été un problème que lorsque je me rapprochais des gens. À part ça, tout allait bien. » Donc lui, il te dit ça ruine tout. George Russell dit soit la situation du Dirty Air, ça le disait en début de saison, soit la situation du Dirty Air reste la même, soit elle empire légèrement, mais je pense que c'est tout à fait normal car nous éloignons toujours de plus en plus de la réglementation initialement mise en place en 2022. Il y a actuellement quelques pistes de réflexion et puis je vous garderai aussi James Walls qui avait eu une très belle sortie, une très belle explication comme il aime à le faire, mais je veux d'abord avoir votre avis. Est-ce que le Dirty Air nous a ruiné la course dimanche? Singapour, disons que c'est une course où l'aspect stratégique a toujours été prépondérant et où on a souvent eu des renversements de situation grâce à des voitures de sécurité. Là, pour la première fois, on n'a pas eu de voiture de sécurité à Singapour. On n'a même pas eu de drapeau jaune à Singapour. Ça contribue aussi au manque de spectacle que l'on a pu avoir. On a bien failli. Ça contribue aussi au manque de... Ah, tu vois, il est taquin quand il le veut. Je n'atteindrai jamais ton niveau. Non, mais... Là, t'es ceinture noire, 5ème dan. T'as vu que tu l'as converti. Non, mais après... Évidemment, influençable, on le rappelle. Que le Dirty Air, il a une part aujourd'hui qui est trop importante, mais la révolution initiale, et je crois que c'est Russell qui le disait, forcément aujourd'hui, et Brice le rappelle assez souvent, en Formule 1, l'objectif des écuries, et quand tu développes une voiture, c'est de trouver la faille, de trouver la zone grise, qui te permet de jouer avec le règlement. Les freins latéraux, par exemple. Aujourd'hui, tu te retrouves, le spectacle n'est pas le plus enthousiasmant que l'on ait pu avoir à Singapour. Sur des courses à la régulière, où tu as des difficultés comme à Singapour pour dépasser facilement, ça devient un petit train-train, mais c'est pas vraiment une surprise. Cette histoire de Dirty Air, on l'évoque depuis plusieurs mois maintenant. Et à partir du moment où tu n'as pas eu de crash et donc de voiture de sécurité, il a été compliqué de passer pour tout le monde. Je veux dire, aujourd'hui, on a un Charles Leclerc qui est resté coincé derrière une Aston Martin de Fernando Alonso et une Haas de Nico Hülkenberg. Alors que il développait plus de 2 secondes au tour plus rapide et pourtant il ne pouvait pas dépasser. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, Leclerc, il avait potentiellement la deuxième, si ce n'est la meilleure voiture à Singapour. Donc, c'est problématique. Mais que veux-tu faire ? En plus, ils étaient à 3, donc tu avais un train DRS qui compliquait davantage la situation. Mais Perez qui est bloqué derrière Colapinto, c'est pareil. Il y en a plein des exemples. Piastri qui peut pas. C'est l'aspect stratégique qui a fait le résultat final, le tableau final. Alonso qui tente un undercut, il réussit à passer Hülkenberg. Et en même temps, tu as Piastri, tu as Leclerc qui vont pousser plus loin et c'est ce qui permet de ressortir devant. Bon, c'est pas... Tu parles de zone grise, Hamza. Moi, j'ai aussi l'impression que c'est un laisser-faire de la part de la FIA qui nous avait dit 2022, ça sera genre une standardisation et après, vous pourrez faire entre guillemets ce que vous voulez. Et à un moment donné, il y avait eu débat sur l'aileron avant de la Ferrari, débat sur l'aileron avant de la Mercedes et la FIA l'a tout à fait autorisé. Mais la FIA ne pense pas aux zones grises. S'ils réfléchissaient aussi
aux zones grises et à comment Non, mais tu ils auraient pu pourrais- peut-être l'interdire. qu'ils le font d'ailleurs, Non, mais peut-être qu'ils auraient pu Attends, l'interdire. non, le Non, rôle, mais le rôle du législateur, c'est de laisser aucun doute normalement. Bah, mais bien bien sûr. sûr, mais tu peux pas tout anticiper dans un sport aussi technologique que la Formule 1. Non, mais regarde, C'est les là- lois arrière- c'est pour ça que l'on a eu des interdictions qui sont arrivées en cours. Je pense au DAS pour complètement. parler à l'un des exemples les plus Ou même fameux. les Et longs puis- flexibles, même tu vois de McLaren, c'est que tu peux à un moment donné notifier et dire non mais ça c'est pas réglementaire. Oui, en fait, mais au tu moment vois. du développement, lorsqu'ils ont pondu ces règles en 2020 ou 2021 Oui, bien pour sûr. la saison Non, moi, je dis 2022, ça après coup. Tu sais, en courant 2022 ou 2023, quand ces ailerons sont arrivés et que la FIA a dit non, c'est tout à fait légal et que tout le monde est passé à ça et que on savait que ça allait générer des perturbations. Juste pour revenir sur ce point de règlement, enfin pas de Oui, règlement, mais de la manière dont les écuries peuvent contourner un petit peu le règlement. Souvent, les règlements sont assez clairs. C'est l'utilisation de certains mots dans les règlements qui amène à débat. donc Et- la zone grise. Oui, mais en fait, le règlement. L'interprétation. Oui, mais la pensée est claire. Et. La pensée, elle est claire que pour celui qui l'écrit, cette règle. Non, mais enfin, il est pas seul, le mec, tu vois. Mais bien sûr, mais c'est ce que vérifier, je dis, c'est que revérifier, quand revérifier. quand toi, t'es chez Red Bull et que tu veux développer, bah, tu vas avoir l'interprétation du fameux mot. On a eu ce débat il y a quelques mois ou quelques années, je sais Ouais, plus. c'était l'année sur dernière, quel- je crois. Non, je sais plus sur quoi. Mais Sur- non, sur sur le- Braun, non c'est pas sur Ah, c'est Braun sur- où il y a oui, où il y a t'as un raison. mot. Oui, t'as raison. Il y a un mot qui Sur permet en Braun. fait Ouais, de trouver une faille dans Je le. sais plus. Parce que du coup, en fait, les écuries ne vont pas demander une clarification sur le mot. Les écuries vont faire et derrière passer pour les naïfs. Exactement. Ce qui est logique. Mais du coup, j'aimerais revenir à un parallèle, L'hypocrisie de la- parallèle diplomatique. L'hypocrisie de la clarification aussi. Alors, je veux pas qu'on vous sanctionne, Ouais. qu'on sanctionne Emmanuel Moine. Je veux juste savoir si Si lui, c'est ce légal, qu'il ce qu'il fait, fait. lui, là, mon concurrent Mais- direct, si c'est quelque chose Mais de c'est légal un- ou pas. C'est un truc que fait la FIA depuis le débitmètre, c'est-à-dire, alors on interdit, Hmm. mais on sanctionne pas. D'ailleurs de dire, ok, on l'a pas vu, néanmoins, t'arrêtes tes conneries. Hmm. Enfin, on a. T'as été trop malin, bravo Oui, à toi. T'as été mais... malin, Allez. maintenant arrête de jouer. Tu vois, c'est exactement comme quand tu vas à la roulette au casino, tu sais que tu mises x2, x2, x2. C'est-à-dire que c'est une technique connue de doubler ta mise à chaque fois et en espérant que ça tombe à un moment donné sur le bon et récupérer ta mise de départ. On va te laisser faire mumus 2 fois, prendre tes 50 balles et à un bout d'un moment, le mec il va dire monsieur, Fini. monsieur, Passe je à la vous, caisse. je vous invite à sortir du casino, vous avez pris vos 50 balles, c'est bien marrant. Maintenant, taillot direction la maison. Mais du coup, pour revenir au parallèle diplomatique, il y a des pays, notamment au sortir de certaines guerres, qui, malgré le fait que le français n'était pas leur langue officielle, ni même une langue du pays, décidaient d'avoir une copie de leur constitution et de leur code, et même de leur loi, en français, parce qu'ils estimaient que c'était la langue qui... La plus riche en termes de sens. qui permettait le plus de nuances dans les mots, Hmm. et permettait d'être le plus précis possible. La langue anglaise est une langue saxonne qui, par définition, est plutôt pauvre. Mais c'est vrai, hein. Je sais. Et la pire des langues à ce niveau-là, en termes de nombre de mots en vocabulaire, étant l'allemand, Ouais. pour le coup. Parce qu'en allemand, le principe... Autobahn. non mais enfin par exemple un chauffard en allemand se dit Geistenfahrer. Un policier se dit Polizei. Non. mais vraiment, en plus, j'ai un propos sérieux, t'es chiant. Je sais sur quoi on va partir. Bien Mais, sûr. mais en fait, Alarme für Cobra. Geistenfahrer en allemand veut dire conduire vite, enfin en gros conducteur trop vite quoi. Quand on te dit par exemple sur une piste de ski Langsam fahren, on te dit ralentir conduire. C'est-à-dire qu'en fait on colle des mots ensemble. Les langues saxonnes sont un peu construites comme ça. Quand on te dit overcut, c'est tu vas au-delà du cut, undercut en dessous du cut. C'est-à-dire que c'est des constructions de mots comme ça qui à un moment donné dans le vocabulaire manquent un peu de nuances. Je te dis une connerie, mais pourquoi la FIA ferait pas une copie de son règlement en français pour aller derrière checker ce que le mot veut exactement dire, si des pays même l'ont fait pour éviter des guerres à certains moments. Encore une fois, c'est des exceptions, hein, je vous dis juste Bien sûr. des petites particularités diplomatiques qu'il y a pu y avoir dans l'histoire. Mais tout ça pour dire que... Et ça a rendu cette émission très intelligible, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Non mais tout ça J'adore pour ces dire, références. tout ça pour dire que, bah écoute, c'est mes cours de diplomatie à l'époque qui m'ont appris ça. Tout ça pour dire que pour le coup, les zones grises laissées permettent toujours le contournement. Et aujourd'hui, effectivement, Russell le dit, on s'en éloigne. Mais c'est pas la FIA qui s'en éloigne, c'est que les écuries trouvent et que derrière, effectivement, l'esprit de la règle 2022, il n'existe plus. Après, faut pas tailler la FIA pour rien. Dans l'utilisation des pneumatiques, j'ai quand même l'impression que les gommes se détruisent beaucoup moins qu'avant. Je vous rappelle qu'avant, on restait 3 tours derrière quelqu'un et c'était foutu. Il n'y avait plus rien. J'ai quand même l'impression qu'on est, on est moins déventé quand même.
Néanmoins, je sais pas si le dirty air fait que tu manques de rythme ou si le dirty air est en soi la manière dont sont foutus les circuits et les écarts qui sont assez faibles t'empêche surtout de dépasser. Parce que les monoplaces sont plus grosses, donc qui dit plus longue, donc un écart plus grand pour dépasser. Un train DRS ne t'aide pas, ça c'est sûr. Elles sont plus larges, donc du coup moins de possibilités au virage de porter une attaque. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui font aujourd'hui que c'est quand même compliqué d'aller dépasser, alors même que ton rythme est parfois 2 secondes meilleur que les autres. Et moi j'ai un problème quand je vois un Alonso ne même pas avoir besoin de défendre sur Charles Leclerc, parce qu'il n'a pas besoin de défendre, et Charles Leclerc ne peut pas se porter à hauteur. Donc ça veut dire normalement qu'ils ont un rythme similaire. Sauf que quand il se débarrasse d'Alonso, boum, 2 secondes d'écart. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a plus de sport là-dedans. Ça veut dire que même avec un potentiel rythme supérieur, tu ne peux pas dépasser. Bon, bah il y a un problème quelque part. Et surtout que, ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'en F2, la catégorie juste inférieure, on parle pas d'un truc totalement différent surtout, bah ça n'arrive pas. Alors, tu peux évidemment... C'est facile quand tu t'appelles Dursen aussi. Non mais, t'as du dirty air, t'es déventé, etc. En attendant, un mec qui dépasse, il peut redépasser derrière, il reste tous collés pendant toute la course, il y a du spectacle, il y a de la bagarre, il n'y a pas besoin d'avoir 1 seconde et demie d'écart autour pour dépasser. Il faudrait peut-être qu'on se penche sur quelque chose. Parce que je trouve ça problématique. Encore pour 2 voitures qui ont le même rythme, bien sûr que ça doit rester comme ça et bien sûr que c'est compliqué. Mais quand t'as 2 secondes d'écart comme c'était le cas, quand t'es une Ferrari face à une Aston Martin, que t'es une McLaren face à une Mercedes, il y a un problème. Et il va falloir se pencher réellement là-dessus parce que hier on avait de quoi avoir une sacrée course avec Piastri, Sainz, Leclerc, Perez qui partaient loin et au final... Non, ces éléments-là n'ont rien donné. Clairement. Juste les explications de James Walsh sur ces histoires justement de dirty air. Là, encore une fois, c'était en conférence de presse pré-saison 2024. Il dit « La réglementation 2022 n'a pas échoué. D'après les données que nous pouvons voir actuellement, c'est toujours mieux que les générations de voitures de 2021 ou de 2020. Mais sans aucun doute, et surtout le peloton de tête, a développé leur voiture d'une manière extraordinaire qui, à mesure que vous développez l'appui, les rend plus difficiles à suivre. Mais je continue de penser que d'après tous les indicateurs et toutes les données que nous pouvons voir, vous vous rapprochez maintenant plus qu'auparavant de ce qui était l'intention derrière le changement de réglementation. Ça va mieux, c'est pas parfait, mais ça va beaucoup mieux. C'est grosso modo ce qu'il faut comprendre. C'est mieux, mais encore une fois, ce que tu as vu hier, est-ce que c'est mieux que 2021, 2020, 2019 Sur le cas de Singapour, qui est peut-être spécifique, tu vois. Puisque là, ce qu'essaie d'expliquer James Walsh, c'est quand même 2020-2021 était particulièrement dramatique. Oui, là-dessus. alors en fait, encore une fois, avec la réduction du dirty air, il y a autre chose qui est arrivée, c'est la taille des monoplaces. Et la taille des monoplaces, quand tu te dis qu'aujourd'hui, avec ces monoplaces-là, tu ne peux plus rien faire à Monaco, et Isaac le disait en F2, par rapport à la F2, parce que les monoplaces ont grossi en F2. Oui, bien sûr. Tu te dis que en fait, ça sert à rien de bosser de façon folle sur un règlement qui permet d'enlever le dirty air si au final la structure même des monoplaces te permet pas de dépasser parce que c'est trop gros et que t'es sur un chemin un chemin de montagne et que tu peux rien faire parce que c'est trop fat quoi. N'oublie pas qu'en 2026 il paraît que ça va réduire. Oui. Oui, réduire de 3 avec cm. réduire avec un moteur qui fait 400 kg. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, tiens, petite parenthèse, j'en profite, on a dépassé le temps comme d'habitude. Ah bon? Ouais, tu sais qu'il y a un compte Twitter des gars de Viry qui a vu le jour, tu sais, de Viry-Châtillon actuellement en lutte sociale, enfin en tout cas pour essayer de préserver leurs emplois. Et ils ont 2026. Voilà, et ils ont sorti le bruit du moteur 2026. Alors je sais pas si c'est du chiqui ou pas, j'aurais dû l'extraire. On les salue. Invitez-nous, on viendra le voir ce moteur. J'aime bien le mec. Ce croqueur. Invite-moi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On viendra le voir ce moteur. De toute façon, est-ce qu'on ira à Brackley ou à Stuttgart? Non. C'est la voix de Viry. La voix de Viry, c'est la voix de Viry. Il y a un journal local. Et tiens, allez, je te le mets. Attends, tu sais quoi, on va faire un truc à l'arrache complet. Je sais même pas si on entend si ça sature. C'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai, t'as raison, je vais arrêter les bêtises. Passons au classement pour fermer cette émission, drôle d'émission aujourd'hui. Classement des pilotes, classement des constructeurs. 52 points, 52 points d'écart entre Max Verstappen et Lando Norris. Et je voulais insister sur une chose, les gars.
Vous le voyez là, le top 10 côté pilote, là, le mec qui vient de rentrer dans les 10 meilleurs Et pilotes. qui vient de sortir Stroll, tu veux dire? Et qui vient de sortir Stroll, ouais, tout à fait. Ouais. Stroll qui a battu un nouveau record d'ailleurs, hein, vous l'avez vu? Oui, de non meilleur tour en course. 161. Bon, après, meilleur tour, hein, c'est pas... Ouais. Ah, parle-en à Kimi Raikkonen. Hein. Il y a Daniel Ricciardo surtout, dont on va parler mercredi. Et puis bien sûr du côté des constructeurs, McLaren qui augmente encore un peu plus son avance sur Red Bull. Ferrari, on l'a dit tout à l'heure, a perdu 3 points. Mercedes est complètement hors course. Piastri revient à 8 points de Leclerc. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, par contre, oui, grosse info que je vous ai pas dit. Mathématiquement, Ah oui, Sergio Checo, Perez ah, aurait pu il- être champion du rendez-vous l'année prochaine. Donc, tu penses qu'à partir de maintenant, il va commencer à aider son coéquipier? À voir ce que va décider Red Bull, c'est pas sûr. Hein. C'est pas... Red Rules. Petite question. En plus, toi, tu l'as commenté. Le spectacle, tu donnerais quelle note pour Singapour? Sur 10 ou sur 20? Comme tu veux. Sur 20, ça apporte plus de nuances. 7. D'accord. Pourquoi? C'est combien Tu- notre canal 12-2. C'est la 3e plus mauvaise note de la saison sur crois que Canal, Bahreïn, c'était 11, sachant non que la plus mauvaise note c'était 11. Non, mais parce que la semaine dernière tu m'as dit ça va souvent en dessous de la moyenne. Pire note de la saison c'est 11.1. Oui, mais il y a Et hier, toujours des c'est gens 12-2. il y a toujours des gens qui sont contents de voir leur pilote gagner et du coup qui mettent plus haut, c'est normal. Ah, il y a des fans de Norris en France. Non, mais ouais. Non, mais c'est surtout. En fait, il y a quand même des durs avec t'es dur- Il va tuer cette émission. lui, c'est impossible. T'es dur avec cette course parce que je trouve qu'il y a eu un poids Arrête. émotionnel à la fin Ah, avec les d'accord. adieux de Daniel D'accord. Ricciardo. D'accord. C'est le Franchement, driver of the day. En plus, c'était le pilote du jour et tu sais quoi, ça mérite qu'on fasse une émission mercredi. sur Franchement, ce sujet. il manquait plus qu'une musique de avez film, pas genre chialé, La vous vie est belle Vous avez ou pas chialé, La liste de J'étais Schindler ému, là. moi, quand même, ça m'a touché là. Non, pas du La tout. musique de Volvic. Tu sais, la Zizou, la pub de Zizou à l'époque. Le gang gauche toujours. Toujours les mêmes gestes. Toujours la même P17. Soyez là mercredi parce que là c'est une belle promesse qu'on vous a fait. Débat Ricardo, fin de carrière de Daniel Ricciardo. On abordera tout ça et ça sera sans doute la Ou dernière pas, fois. d'ailleurs. Ou pas d'ailleurs, ça c'est vrai, t'as raison. Ouais. Est-ce que La- tu la penses qu'à haie Austin, d'honneur chez Red Bull. à Austin avec un chapeau, il va arriver à I'm back again. En tout cas, on en parle mercredi, les amis. Et n'oubliez jamais que cette émission peut être consommée, non pas en vidéo, mais en podcast pour ceux qui sont sur la route. Et on pense à vous, les amis. Bonne journée, bon courage, salut.